Kyle était un épéiste talentueux qui devint le héros et vainquit le roi démon, mais il n'était pas satisfait car il avait tout perdu ce qu'il aimait à ce moment-là. Heureusement, un cristal magique appartenant au roi démon le renvoie 4 ans en arrière, et Kyle décide de changer le destin du monde et de sauver tous ceux qu'il aime de l'armée démoniaque cette fois. Sur le continent de l'Inder, deux forces opposées vivent. À droite, il y a les espèces bénies par le dieu de la lumière, qui inclut les humains, les nains et les elfes, et à gauche, il y a les démons qui sont bénis par le dieu des ténèbres. Ces deux forces se sont toujours battues pendant des milliers d'années, mais il y a 300 ans, un roi démon plutôt pacifique monta sur le trône et mit fin à toute agression envers les humanoïdes. Les humains et les autres espèces s'habituèrent à cette paix temporaire, et ils n'étaient pas prêts à ce que les choses changent. Au 5e mois de 28 à 26, un nouveau roi démon monta sur le trône, et sous son commandement, l'armée démoniaque lança une attaque totale contre les humanoïdes, qui serait plus tard appelée la Grande Invasion. L'invasion impitoyable détruisit rapidement de nombreux royaumes humanoïdes, et même le plus grand empire ne put se protéger. Alors que la situation devenait encore plus désespérée, les humanoïdes décidèrent de prendre une mesure désespérée en trompant leurs forces restantes et en engageant les démons dans une guerre totale. Pendant que l'armée combattait l'armée démoniaque et ses généraux, un groupe de leurs guerriers les plus forts fut envoyé pour infiltrer le château du roi démon et l'assassiner. Kyle est le leader de l'équipe d'assassinat qui inclut son meilleur ami Theron et la mage elfe Urza. Alors qu'ils courent dans un couloir, une explosion les sépare soudainement et tue les soldats aléatoires qui les accompagnent. Theron est blessé par l'explosion, mais en voyant deux démons gardant une femme démon enchaînée, il réalise qu'il doit les occuper pour le bien de leur mission. Il dit à Kyle et Urza d'avancer parce qu'il les rattrapera après avoir fini ici, et Kyle sait que son ami prévoit de sacrifier sa vie pour arrêter les deux démons. Pendant que Theron combat seul les deux démons, Kyle et Urza atteignent la salle du trône. Kyle avale du jus roi super concentré pour pouvoir combattre à plein potentiel, et Urza semble triste parce qu'elle sait qu'il va perdre la vie à cause des effets secondaires du médicament après la fin de ses effets. Kyle ouvre alors la porte de la salle du trône et trouve une pierre précieuse brillante au milieu. Il est curieux à son sujet, alors il décide de l'examiner quand soudain Urza l'avertit qu'une attaque vient d'en haut. Kyle parvient à bloquer certaines des orbes sombres avec son épée, mais il est touché par les autres, le forçant à genoux. Ensuite, une orbe plus grosse et plus menaçante vient vers lui alors qu'il ne peut pas bouger, mais Urza intervient pour le défendre. Elle utilise une barrière magique pour les protéger, mais l'orbe la traverse et commence à la consumer. Urza sourit une dernière fois à Kyle avant d'être effacé de l'existence, et juste à ce moment, le roi démon descend du plafond. Kyle se lève pour l'affronter, transformant sa rage en puissance, et il charge, tranchant les orbes sombres envoyés par le roi démon. Cependant, il ne peut pas infliger de dégâts parce que le roi démon est protégé par une couche dense de mana. Kyle est forcé de reculer à cause de l'attaque impitoyable du roi démon, et il se cache derrière un pilier. Le roi démon utilise simplement l'orbe du vide pour ronger le pilier lui-même, ne laissant à Kyle aucun endroit où se cacher. Il est repoussé et gravement blessé par les orbes sombres, puis il demande à l'IA chatbot dans la pierre magique de son épée à propos de l'étrange attaque plus tôt. La version améliorée d'Alexa lui dit que c'était une magie de haut niveau impossible à bloquer qui détruit tout ce qu'elle touche. Kyle réalise qu'il ne peut pas gagner à moins d'être prêt à sacrifier sa vie, et il dit à Alexa de libérer le pouvoir de la pierre précieuse. Alexa obéit à son commandement, et le pouvoir de la pierre précieuse recouvre Kyle d'une aura brillante qui repousse automatiquement toutes les attaques du roi démon. Il fonce à toute vitesse, brisant la lame du roi démon et le transperçant à la poitrine, mais le roi démon contre-attaque et lui inflige aussi une blessure fatale. Kyle continue d'avancer jusqu'à ce que la pierre magique et son épée se brisent, mais cela suffit à détruire le roi démon, qui explose en une nuée de plumes noires. Kyle pense que c'est enfin terminé, et maintenant il peut mourir en paix. Il pense à tout ce qu'il a voulu protéger et qui est maintenant perdu, y compris sa famille, ses amis et même la fille qu'il aimait. Il tombe au sol, mais alors une plume noire tombe près de lui et disparaît, et l'instant d'après, la pierre magique commence à briller. Kyle se relève et réalise que si le cristal devient incontrôlable, les résultats peuvent être désastreux. Il trébuche à chaque pas, attrape le cristal magique, et soudain, un cercle magique apparaît autour de lui. Quand Kyle ouvre les yeux ensuite, il se trouve dans sa chambre et sa ville est encore intacte. Il commence à pleurer, pensant que c'est un rêve avant d'aller dans l'au-delà, mais ensuite son amie d'enfance Liz vient dans sa chambre pour le réveiller. Elle s'inquiète en voyant Kyle pleurer, mais il ne peut pas contrôler ses émotions en la revoyant. Il l'étreint fort, et Liz rougit de gêne. Kyle ne sait pas qu'elle est réelle, alors ses mains descendent un peu trop bas, et puis il perd l'équilibre, finissant sur Liz allongée sur le lit. C'est trop pour elle, alors elle repousse Kyle et lui donne un coup de poing qui lui brise les côtes, le laissant haletant. Elle lui crie de lui au moins offrir un dîner avant d'aller plus loin, puis s'enfuit de la chambre. Ce n'est qu'alors que Kyle remarque qu'il peut ressentir la douleur, ce qui signifie que ce n'est pas un rêve. Il remarque soudain que le cristal rouge du château du roi démon est toujours avec lui, et il se demande ce qui se passe. Il constate qu'il a l'air jeune et n'a pas encore subi de blessure, ce qui le trouble encore plus, mais il commence à soupçonner qu'il pourrait être revenu dans le passé.
Il rejette immédiatement l'idée parce que le voyage dans le temps est impossible, ou quelqu'un serait apparu à la fête de Stephen Hawking. Soudain, il est distrait de ses pensées par sa faim, et il trouve un repas somptueux préparé pour lui. Il sait que Liz l'a cuisiné parce que ni lui ni sa mère ne savent cuisiner, et il est heureux de la voir. Comme il mange de la nourriture maison délicieuse pour la première fois depuis des années, il mange un peu trop et finit tout, et quand son meilleur ami Tyrone arrive, il panique. Il demande à Kyle s'il se prépare à battre Luffy dans un concours de mangeurs. Il est déçu parce qu'il voulait aussi manger ce repas appétissant, et Kyle lui demande abruptement la date d'aujourd'hui. Quand il apprend que c'est le 5e mois de l'année 2823, Kyle panique parce que cela signifie qu'il est vraiment revenu dans le passé. Tyrone lui rappelle alors qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, et qu'il lui pardonnera d'avoir mangé toute la nourriture comme cadeau d'anniversaire. Tyrone décide d'implorer Liz de lui préparer quelque chose à manger, et Kyle décide d'obtenir des réponses de la personne la plus savante qu'il connaisse. Il entre dans un débarras à côté de sa maison et descend au sous-sol, qui a été transformé en bibliothèque par sa mère. Dès que Kyle la voit, il se souvient du traumatisme qu'il a vécu en voyant son cadavre dans le passé, mais il se ressaisit quand elle lui parle. Kyle dit à sa mère qu'il a une question liée à la magie, et comme elle est l'une des rares archimages de tout le pays, presque personne n'en sait plus qu'elle sur la magie. Sa mère est contente en entendant cela, et Kyle en vient au fait, demandant s'il existe des sorts pour remonter le temps. Elle lui dit qu'il existe des sorts qui peuvent manipuler le temps, mais ils sont pratiquement impossibles à utiliser à cause de l'énorme quantité de mana qu'ils nécessitent. Elle dit que même le plus grand magicien de l'histoire n'a pas pu remonter le temps d'une seconde, et Kyle demande si ce serait possible si quelqu'un utilisait un outil magique pour stocker du mana. Sa mère lui dit que c'est une bonne idée, mais rassembler cette quantité de mana prendra au moins 1000 ans. Kyle demande, et si quelqu'un utilisait le droit interdit de transformer la force vitale des gens en puissance magique, et sa mère y réfléchit profondément, disant que ce sera inefficace aussi. Elle croit qu'au moins la moitié de la population du continent doit être sacrifiée pour générer autant de mana, et en plus, il n'y a pas d'outil magique qui puisse stocker une telle quantité de mana. Cependant, il y a une exception. La mère de Kyle sort un livre et lui parle du cœur du dragon divin légendaire, qui fut autrefois utilisé par l'ancien royaume magique de Zarl pour prospérer. Cependant, le pouvoir du cœur du dragon s'épuisa finalement, et le royaume fut détruit parce qu'ils ne purent pas y faire face. Sa mère lui dit que le cœur du dragon peut stocker assez de magie pour voyager dans le temps, mais il a disparu il y a environ 1000 ans quand l'ancien royaume s'éteignit. Elle pense que les démons l'ont peut-être déjà trouvé, et Kyle ne peut pas révéler que sa théorie est juste. Plus tard, Kyle va à son endroit préféré pour surveiller sa ville, se demandant pourquoi le roi démon stockait du mana pour revenir dans le passé. Juste à ce moment, Liz arrive, et elle est encore en colère à cause de ce matin. Kyle tombe à genoux et s'excuse, disant qu'il n'a agi ainsi que parce qu'il a fait un rêve très inquiétant ce matin. Liz réalise que le rêve impliquait sa mort, et elle décide de pardonner Kyle à cause de cela. Elle lui souhaite alors un joyeux anniversaire, et Kyle se souvient immédiatement de l'invasion de l'armée démoniaque qui frappa sa ville natale en premier parce qu'ils vivent dans la région frontalière. Les démons brûlèrent leur ville, tuant tout le monde, et c'est ainsi qu'il perdit Liz. Il jura de se venger pour elle, mais cette fois, il décide de la protéger et tous les autres qu'il aime. Il déclare qu'il changera son destin et le destin du monde, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, il note tous les événements majeurs qui vont bientôt se produire pour l'aider à se préparer pour l'avenir, mais il sait que ce n'est pas assez. Il pense qu'il peut commencer son voyage en reprenant son entraînement, et se dirige vers les bois pour voir son niveau actuel. La première chose qu'il fait est de se représenter mentalement le roi démon et essaie de combattre ses souvenirs de lui. Le roi démon s'avère être le boss final imaginaire, et Kyle ressent physiquement ses attaques quand il essaie de les dévier avec son épée. Il ne peut pas suivre les attaques rapides du roi démon parce que son corps manque d'entraînement, alors il décide de se renforcer avec de la magie pour compenser. Il lance des sorts pour augmenter sa vitesse et son agilité et constate que ces sorts sont beaucoup plus efficaces maintenant. Il n'y pense pas trop et se précipite directement vers le seigneur démon, qui agit comme un Stormtrooper au début, ratant tous ses tirs, mais touche Kyle avec un tir imprévisible à la tête. Kyle tombe au sol, réalisant que même avec une magie accrue, son corps ne peut pas suivre ses compétences, et il doit travailler dur s'il veut changer le futur. Pendant qu'il reprend son souffle au sol, Liz et Tyrone l'observent depuis les buissons, se demandant ce qui lui prend, parce que juste 3 jours auparavant, il aurait abandonné depuis longtemps. Juste à ce moment, la mère de Tyrone, Layla, arrive, et après avoir vérifié avec Liz et Tyrone, elle demande ce qui se passe avec Kyle parce qu'il semble s'entraîner à combattre un ennemi ridiculement rapide et fort. Liz répond qu'elle est aussi confuse, parce que juste quelques jours auparavant, Kyle était déprimé et démotivé, et Tyrone peut le confirmer. Layla dit que si un gars a soudainement une explosion de motivation, la raison ne peut être qu'une femme, et Liz est choquée d'entendre cela. La voyant si choquée et jalouse, Layla retire sa théorie, parce que si Kyle va plus loin avec une femme, ce doit être avec Liz. Bon, elle ne comprend pas ça, et dans sa jalousie,
Elle marche droit vers Kyle et attrape son col. Elle lui demande avec quelle salope il traîne, tout en le secouant violemment, et à la fin, Kyle vomit son petit déjeuner, qui était principalement de la salade, à en juger par la couleur. Plus tard, elle prépare un délicieux déjeuner pour s'excuser de son accès de jalousie soudain, et tout le monde est content. Maintenant qu'ils sont tous réunis au même endroit, Kyle décide de leur demander qui a assez d'influence pour attirer l'attention de plusieurs nations. Théron dit que n'importe quel roi peut faire ça, et la mère de Kyle dit que les prêtres de haut rang de la déesse de la terre ont aussi une grande influence. Layla réfléchit un peu plus longtemps et dit que le héros Randolph, qui a vaincu le roi démon il y a 300 ans, est aussi très respecté, et toutes les espèces humanoïdes l'écouteront. Maintenant que Kyle a une réponse sur les personnes les plus influentes du continent, il réalise qu'il ne peut pas devenir un roi ou un prêtre de haut rang en 2 ans, mais il peut devenir un héros, et alors il pourra faire préparer les humains à la guerre. Plus tard dans la nuit, Kyle étudie seul dans sa chambre quand Théron arrive. Il est surpris de le voir entouré de tant de livres et lui demande s'il est sûr de vouloir devenir un héros. Kyle dit qu'il prévoit de travailler dur pour ça et demande à Théron s'il a des idées pour l'aider. Théron lui dit simplement d'aller tuer le seigneur démon parce qu'alors il sera forcément appelé un héros, mais Kyle lui rappelle que c'est le but final. Théron dit alors qu'un héros a besoin de force pour être reconnu, mais Kyle croit que l'argent est plus important. Il explique qu'un héros ne prend pas de récompense ou d'argent pour aider les gens, mais qu'il a quand même besoin d'argent pour voyager et entretenir son équipement. Théron voit son argument, et Kyle lui dit que la prochaine chose dont un héros a besoin est une connexion avec les riches et les puissants. Le troisième facteur pour être un héros est la chance, et Kyle dit que seules les personnes présentes aux bons endroits au bon moment ont la chance de s'élever et de devenir un héros. Il déclare qu'il est prêt à tout pour devenir un héros, et Théron dit que ce n'est pas quelque chose qu'un vrai héros dirait. Il sent que Kyle ne veut pas vraiment devenir le héros, mais que devenir le héros n'est qu'un tremplin vers un autre but. Kyle lui dit qu'il a raison, mais il demande juste à Théron de lui faire confiance. Théron lui souhaite bonne chance, mais Kyle prévoit de l'impliquer bientôt dans ses plans. Il reprend ensuite son travail sur sa stratégie pour obtenir de l'argent, des connexions et de la chance, et bientôt, il dit à Layla, qui est aussi son professeur, qu'il part en voyage. Layla lui dit que c'est une bonne idée et lui demande d'emmener son fils aussi. C'était le plan de Kyle depuis le début, et en remerciant la maman musclée ou pour la permission, Théron demande si personne ne va demander son consentement. Peu après, Kyle dit à Liz son plan de partir en voyage vers la capitale et au-delà. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Kyle lui dit clairement qu'il ne l'emmènera pas, peu importe combien elle le supplie. Elle est furieuse qu'il prenne Théron et pas elle, alors qu'elle s'entraîne aussi et est assez forte. Kyle lui dit que les potes avant les meufs, puis dit qu'il veut qu'elle reste en sécurité parce que son voyage sera dangereux. Liz est sur le point de dire quelque chose, mais cette fois, Kyle l'embrasse rapidement, la laissant sans voix. Il promet que quand il reviendra, elle sera la première personne qu'il voudra voir. Liz ne peut rien dire à ça, et elle lui demande juste de promettre qu'il reviendra à la maison sain et sauf. Après ça, ils vont au marché pour faire des courses avant son départ, et Liz remarque une jolie elfe au loin. Dès que Kyle voit son profil, il reconnaît l'elfe nommée Urza et marche vers elle, ignorant complètement sa copine. Il atteint Urza et se souvient comment elle était sa principale petite amie après avoir perdu Liz dans sa vie passée. Il se souvient d'une scène de leur moment privé où elle lui a dit de l'appeler par son vrai nom en privé, mais Kyle l'appelle accidentellement par son vrai nom, Exes, en public. L'elfe, qui se fait normalement appeler Urza, est choquée en entendant ça, parce qu'elle rencontre Kyle pour la première fois. Elle est prête à sortir son arme, et Kyle panique en réalisant ce qu'il vient de faire. Il attrape sa main pour l'arrêter, puis utilise un sort pour l'endormir parce qu'il connaît son vrai nom. Elle s'endort dans ses bras, et alors que Kyle se demande comment lui expliquer les choses à son réveil, il réalise qu'il a des problèmes plus importants. Liz est derrière lui, furieuse, parce qu'elle l'a surpris en train de tricher juste après leur premier baiser. Il essaie de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre et déclare qu'elle viendra avec lui pour s'assurer qu'il ne triche pas pendant qu'elle l'attend. Bref, Urza reprend ses sens peu après dans la maison de Kyle, et elle est presque prête à le tuer. Elle demande comment il connaît son vrai nom, parce que seule elle et ses parents le savent. Kyle ne peut pas lui dire qu'elle lui dira elle-même son nom dans 4 ans quand ils tomberont amoureux, alors il promet juste de tout lui expliquer plus tard. Urza n'est pas satisfaite, alors Kyle suggère qu'il signe un contrat d'application et qu'il empêche d'utiliser son vrai nom pour le mal. Urza est choquée parce que les humains normaux ne connaissent pas ce contrat non plus, et elle demande à Kyle s'il est sérieux parce que s'il brise le contrat, il mourra. Il lui dit qu'il est sérieux et prêt à former le contrat tout de suite, mais elle lui dit qu'elle ne peut former le contrat que la nuit de la pleine lune, qui est dans quelques jours. Elle dit qu'elle restera en ville jusqu'à là, mais Kyle la stupéfie en disant qu'il part en voyage le lendemain. Urza n'a pas d'autre choix que de l'accompagner, alors Liz vient aussi pour empêcher une elfe de lui voler son homme. Le lendemain matin, alors que Kyle et son groupe sont prêts à partir, sa mère est émue, et son père est là aussi, mais Kyle ne reconnaît presque pas son visage parce qu'il n'est jamais là. Ainsi, les 4 partent en voyage,
et Kyle convainc essentiellement Urza d'accepter de rejoindre son groupe. Il dit qu'ils iront vers la capitale plus tard, parce que d'abord, il veut aller aux montagnes Singar, qui contiennent le légendaire donjon de la Reine Magique. Theron dit que c'est juste une légende, mais Kyle sort une carte du donjon, disant que le donjon est réel, et la carte montre même l'emplacement de la salle au trésor. Theron et Liz le plaignent, pensant que quelqu'un a arnaqué Kyle en lui vendant une fausse carte, et il comprend leur réaction. Cependant, quand Urza regarde la carte et dit qu'elle est faite d'écorce de l'arbre monde avec une technologie disparue il y a 2000 ans, ce qui signifie que cette carte est authentique, Theron et Liz la croient immédiatement, énervant Kyle. Mais il remarque que la salle au trésor est trop loin et qu'il faudra beaucoup de temps pour l'atteindre. Kyle leur dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a un plan, et son plan est simplement de creuser un tunnel pour atteindre la salle au trésor plus vite. Pendant que Kyle et Theron creusent, Urza devient la chef de chantier, leur ordonnant de faire les choses correctement. Quand ils font une pause la nuit, Liz a déjà préparé le dîner avec l'ours qu'elle a tué à main nue. Après quelques jours de creusage, ils sont presque à la salle au trésor, mais en voyant Kyle seul, Urza décide d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Elle veut savoir pourquoi il veut tant devenir un héros, et si c'est lié à la raison pour laquelle il connaît son vrai nom. Alors que Kyle se demande s'il doit lui dire la vérité, il frappe la fin du mur et ouvre le chemin vers la salle au trésor. Cela interrompt leur conversation, et il dit à Urza d'appeler Theron et Liz immédiatement. Ils entrent ensemble dans la salle au trésor, et le tas d'or rend Theron fou. Il saute dans le trésor et crie comme un fou, et Kyle avertit les filles de ne pas finir comme lui. Juste après, il décide de laisser tout le monde s'occuper de l'or et court vers une salle secrète où se trouve le vrai trésor, l'épée qu'il a utilisée dans sa vie passée. L'épée apparaît devant lui sous la forme d'un esprit loli qui le félicite pour avoir surmonté diverses épreuves et être arrivé ici sain et sauf, mais Kyle lui ferme simplement la bouche, lui disant que ses amis pourraient l'entendre. La loli s'énerve contre lui disant qu'il doit lui payer un dîner avant de devenir bizarre. Elle lui demande s'il sait même qui elle est, et il lui referme la bouche à nouveau, disant qu'il sait qu'elle est une arme créée par la reine magique Sildonia, qui régnait sur le royaume magique de Zarl à son apogée. Il sait aussi que l'épée contient une partie des connaissances et de la conscience de la reine, et l'esprit de l'épée lui demande comment il peut savoir tout cela. Kyle lui dit qu'il lui racontera tout bientôt, mais pour l'instant, il doit se dépêcher et relever le dernier défi. La loli décide de jouer le jeu et retourne dans la pierre précieuse sur la poignée de l'épée. Ensuite, Kyle prend l'épée, et soudain, la loli utilise ses capacités pour plonger dans son esprit. Elle lit les souvenirs de sa vie passée et apparaît immédiatement sous sa forme humaine à nouveau, demandant si tout cela était réel. Kyle confirme que tout était réel et qu'il a le cœur du dragon divin avec lui en ce moment. La loli Sildonia ne peut pas croire que la magie de voyage dans le temps existe réellement, mais juste à ce moment-là, les amis de Kyle arrivent à sa recherche. Il dit à Sildonia de jouer le jeu avec lui parce qu'il ne veut pas que ses amis sachent encore pour le passé, et elle accepte à contre-cœur. Juste au moment où Liz et les autres arrivent, Kyle commence à crier qu'il a obtenu une épée légendaire intelligente nommée Sildonia, et bientôt, la loli fait aussi partie du groupe. Tout en mangeant des cookies cuits par Liz, Sil répond aux questions des amis de Kyle. Elle leur dit qu'elle fait partie de la reine magique Sildonia qu'il a laissée dans l'épée pour juger les personnes venant réclamer son trésor. Elle dit ensuite à Kyle que s'il n'avait pas été digne de prendre son trésor, elle aurait activé le piège final, détruisant le donjon et tout le monde à l'intérieur. Cependant, elle lui donne la permission d'utiliser l'épée pour l'instant. Elle lui dit aussi de prendre le sac magique qui se connecte à la salle au trésor pour qu'il puisse retirer autant qu'il en a besoin. Après cela, il se dirige vers la capitale, et Kyle dit que maintenant qu'ils ont de l'argent, ils devraient s'acheter du matériel de bonne qualité et se dirige immédiatement vers la boutique d'armes la plus célèbre de la ville. Le réceptionniste l'accueille froidement et lui demande s'il a une recommandation de leurs clients établis, et Kyle se souvient soudain que ce magasin est un peu exclusif et que les nouveaux clients doivent déposer de l'argent avant de continuer. Le réceptionniste lui dit que les frais sont de 10 000 pièces par personne, et Kyle lui donne simplement 5 pièces de Zarl pour couvrir les frais de tous ses amis. Le réceptionniste conduit rapidement le groupe à l'intérieur, où le propriétaire du magasin Fesba les accueille. S'il reconnaît immédiatement certaines armes fabriquées par un forgeron célèbre pendant son règne et commence à jacasser sur comment elle connaissait personnellement le forgeron et qu'il n'était même pas si bon. Kyle lui ferme la bouche, disant à Fesba que la fille est très imaginative, puis il distrait Sil avec des snacks. Kyle va voir la meilleure armure que le magasin a. Fesba lui parle de l'armure faite de cuir de dragon et de plumes de phénix, expliquant comment elle est vraiment chère à cause de ses matériaux bruts, mais Kyle décide de l'acheter sans marchander. Il dit à ses amis d'acheter tout ce dont ils ont besoin pour le voyage à venir, et bientôt, Liz achète une paire de gantelets tandis qu'Urza achète une amulette avec une pierre d'esprit. Theron achète aussi une armure et commence ensuite à draguer la réceptionniste, qui s'enfuit en pensant qu'il est un pervers. Après cela, Kyle demande à Fesba des pierres magiques, et il lui en montre une qui contient de la magie d'explosion. Kyle décide de la prendre et demande ensuite une pierre magique qui sera plus efficace contre les monstres reptiliens. Le marchand sort une pierre de magie de blizzard,
et Kyle dit qu'il prendra tout ce qu'il a en stock, ainsi que chaque bouteille de potion de soins. La panique de Fesba ne cesse d'augmenter alors que Kyle continue d'ajouter des choses à son panier, et voir le paiement complet devant lui le stupéfie. Quoi qu'il en soit, après cette folle dépense, Théon s'inquiète que des rumeurs désagréables sur eux puissent commencer, mais Kyle lui dit qu'ils vont quitter la capitale demain, donc les rumeurs n'ont pas d'importance. Théron panique en entendant cela, et il décide immédiatement d'aller dans les bars pour draguer des filles, tandis que Liz et Urza décident d'explorer la ville ensemble. S'il veut aussi manger tous les snacks qu'elle peut, mais Kyle l'arrête pour discuter de quelque chose d'important en privé. Une fois dans une chambre d'hôtel, Kyle lui demande si le futur peut vraiment être changé, et s'il lui donne la théorie selon laquelle il est arrivé dans un univers différent quand il a voyagé dans le passé. Elle dit que le futur ne sera pas exactement identique, mais les grands événements resteront les mêmes, comme la grande invasion démoniaque dans 3 ans. Cependant, le futur peut être changé s'ils font un effort, et cela suffit à Kyle. Soudain, il réalise que puisqu'il est venu dans ce monde avec le cœur du dragon divin, la version de ce même cœur dans cet univers devrait encore être avec le roi démon. S'il entend ses inquiétudes et dit qu'elle a une théorie à ce sujet. Elle dit que le sort interdit le plus tabou fusionne les âmes pour augmenter le pouvoir magique, et ils ont essayé de le rechercher à son époque, mais ils ont échoué lamentablement. Elle demande ensuite à Kyle de réfléchir à ce qui est arrivé à l'âme du Kyle de ce monde, car il est clairement venu d'un autre monde. Il réalise soudain que son âme a fusionné avec l'âme du Kyle de ce monde, et s'il lui dit qu'il a obtenu la fusion d'âme que les chercheurs les plus géniaux de son empire n'ont pas réussi à accomplir. Kyle se souvient que son pouvoir magique avait considérablement augmenté plus tôt, et maintenant tout a du sens pour lui. Il demande à Syl s'il y a des effets secondaires à la fusion d'âme, et elle lui dit que cela n'a jamais été fait auparavant, donc personne ne le sait. Plus tard dans la nuit, Liz et Urza partagent une chambre, et Liz va se coucher en premier tandis que la dame elfe se baigne dans la lumière de la lune et sirote du vin. Elle commence à penser à comment ce court voyage s'est mieux passé que prévu, et ses pensées finissent par se bloquer sur Kyle. Elle se surprend à sourire en pensant à lui, mais soudain, elle réalise qu'il devait faire une cérémonie spéciale ce soir parce que c'est la nuit de la pleine lune. Pendant ce temps, Kyle est dans les bois à reprendre son souffle après une session d'entraînement intense. Il commence à parler avec Syl de la façon dont l'épée est géniale et comment les autres épées en mithril qu'il a utilisées ne font pas le poids. Syl lui dit que cette épée n'est pas faite de mithril, mais avant qu'elle ne puisse élaborer, Urza arrive en courant. Kyle lui demande pourquoi elle est si pressée, et elle lui rappelle qu'il doit faire l'application du contrat cette nuit de pleine lune pour qu'elle puisse protéger son vrai nom. Kyle réalise aussi qu'il a oublié cela, et il dit qu'il devrait le faire une autre fois parce qu'il est vraiment fatigué maintenant. Urza, cependant, lui dit qu'ils ne peuvent pas retarder le rituel d'un autre mois parce que son vrai nom est en jeu ici. Il accepte à contre-cœur, et ensuite Urza commence à dessiner un cercle magique complexe sur le sol. Le rituel qu'ils vont faire est généralement fait quand 2 elfes se marient, et ils s'offrent mutuellement leur vrai nom en promettant d'être ensemble pour la vie. Quand elle a entendu Kyle le lui suggérer, son cœur a palpité, et elle ne peut toujours pas croire qu'elle va subir les rituels de mariage avec quelqu'un qu'elle a rencontré il y a seulement un mois. Quoi qu'il en soit, une fois le cercle magique terminé, elle réveille Kyle et lui dit de se placer à l'intérieur du cercle. Ensuite, elle active le cercle magique pour l'application du contrat, et Kyle se souvient de la dernière fois où ils l'ont fait. Urza lui demande s'il jure de ne pas partager son vrai nom ou de l'utiliser pour le mal, et Kyle affirme. Elle dit que le contrat est complété avec cela, mais Kyle se souvient qu'ils se sont embrassés la dernière fois, alors il l'embrasse soudainement. Urza profite du moment pendant une seconde entière avant de rougir. Elle pousse Kyle dehors, l'appelant un pervers et demandant comment il ose l'embrasser. Il lui dit qu'il pensait qu'ils s'embrassaient pour sceller l'accord, mais Urza lui dit que c'est une chose réservée au mariage. Kyle lui dit nerveusement qu'il devrait considérer cela comme un accident malheureux dans ce cas, et Urza explose, l'attaquant avec de la magie de feu. Le lendemain matin, Kyle et Urza sont somnolents à cause des incidents de la nuit dernière, et Théron est somnole parce qu'il a essayé de draguer des filles toute la nuit mais s'est fait rejeter par toutes. Kyle l'ignore et se tourne vers Urza, lui demandant si elle va continuer à voyager avec eux même après que l'application du contrat soit terminée, et elle répond qu'elle n'a pas le choix parce qu'il ne lui a pas encore dit comment il a appris son vrai nom. Kyle est content d'entendre cela, mais ensuite Liz le sort de ses délires romantiques en demandant pourquoi il se dirige vers la ville d'Archan. Kyle panique parce qu'il ne peut pas lui dire la vérité, alors il dit que s'il peut deviner vaguement le futur et qu'elle lui a dit d'aller à Archan. Bientôt, ils atteignent la ville, et par coïncidence, la princesse Milena de l'Empire Zurgu est aussi là pour une affaire officielle. Les gens se rassemblent pour l'apercevoir, et Kyle et ses amis se joignent aussi à la foule. Alors que Milena gagne les cœurs de tous avec sa gentillesse et sa grâce, l'attention de Kyle est fixée sur son garde du corps Zento, qui était l'un de ses amis proches dans sa vie passée. Zento remarque aussi qu'il le regarde, mais il ne prend aucune mesure sur le coup. Pendant ce temps, Syl demande à Kyle si c'est la princesse dont il a parlé plus tôt, et il affirme, disant que la princesse Milena va mourir dans 2 jours. Plus tard, ils se rendent dans leur chambre,
où Kyle dit à Seal que Milena est ici pour présenter ses condoléances aux villages attaqués par le monstre Hydre, mais dans 2 jours, alors qu'elle se dirige vers un village voisin, son groupe sera attaqué par l'Hydre, la tuant. Alors que tout le monde pensera que c'est le malheur de la gentille princesse, Kyle pense que c'est le résultat de la stupidité de Milena parce qu'elle n'aurait pas dû aller à l'endroit où un monstre attaquait des gens. Seal dit que cela pourrait aussi être une tentative d'assassinat, et Kyle se souvient qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le demi-frère de Milena, le prince Carinus, était derrière la tentative d'assassinat, mais elles n'ont jamais été prouvées. Cependant, il est suspicieux envers le prince parce qu'il est dans la ville en ce moment, mais il ne montre son visage à personne parce que c'est un loser qui ne quitte pas sa chambre, tout comme moi. Eh bien, Kyle se fiche des raisons parce que la seule chose qu'il veut, c'est sauver la princesse et être reconnu comme un héros dès le début de sa carrière. Kyle dit que s'il veut être reconnu comme un héros, il doit que ça paraisse vraiment naturel et organique quand il se précipite pour l'aider. Juste à ce moment, Theron entre dans la pièce, disant qu'il n'a pas pu trouver d'informations sur l'emploi du temps de la princesse Milena. Kyle lui demande pourquoi il cherchait ça en premier lieu, et le romantique désespéré répond qu'il veut sauver la princesse du danger et faire naître une étincelle romantique entre eux. Kyle est déçu de lui-même parce qu'il a eu la même idée que son ami stupide. Theron lui dit de faire la queue parce qu'il a appelé Milena en premier, mais Kyle l'assure qu'il a déjà plus de filles qu'il ne peut en gérer. Il révèle que Milena est réellement en danger et utilise encore une fois la capacité de prophétie de Seal comme source. Theron le croit complètement et déclare qu'il va simplement continuer à suivre la princesse. Il est assez confiant dans ses capacités à stalker les femmes, et Kyle espère que cet idiot ne ruinera pas ses plans. Le lendemain, alors que le convoi de Milena quitte la ville, Kyle et ses amis regardent avec impatience la princesse depuis les buissons. Les filles se demandent comment elles peuvent suivre le convoi de la princesse sans être repérées pour la sauver du danger auquel elle est supposée faire face, et s'il leur dit qu'elle s'en occupe. Elle se transforme immédiatement en faucon, surprenant tout le monde. Elle explique qu'elle est juste la gemme dans l'épée de Kyle, et que son corps est une projection magique, donc elle peut facilement changer de forme. Elle vole ensuite au-dessus du convoi de Milena, et Kyle et les autres peuvent voir tout ce qu'elle voit à travers la gemme sur l'épée. Ils sont tous distraits en discutant de comment cette capacité pourrait être utilisée pour l'activité préférée de tous les pervers. Seal leur dit de faire attention aux images parce que les choses commencent à devenir dangereuses dans le convoi. Les conducteurs ont soudainement commencé à attaquer les gardes, et Kyle réalise qu'il doit rejoindre le combat. Au moment où il atteint le convoi, les conducteurs ont vaincu tous les gardes et ont commencé un rituel pour invoquer des monstres. Dès qu'il voit Kyle et son équipe, il se prépare à combattre, mais Kyle utilise une compétence pour augmenter sa vitesse et les assomme avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Il attache ensuite les traîtres pour qu'ils puissent être interrogés plus tard. Pendant ce temps, Theron vérifie l'état de Milena et constate qu'elle est vivante mais inconsciente. Kyle lui demande de rester avec la princesse et de la protéger, quand soudain un monstre hyène l'attaque. Il le tranche rapidement, mais ensuite une énorme meute de hyènes entoure la calèche. Kyle et les filles font de leur mieux pour les repousser, mais les hyènes attaquent les gardes inconscients. Kyle demande à Theron s'il peut conduire la calèche en sécurité, mais il constate que les rênes ont été coupées et qu'il devra les réattacher solidement. La situation semble déjà tendue, mais ensuite l'hydre commence aussi à s'approcher d'eux. Kyle peut prédire qu'elle les atteindra bientôt d'après ses pas qui font trembler le sol, et il dit à ses amis que leur priorité absolue est de garder la princesse en sécurité. Il demande à Theron et aux filles d'emmener Milena loin de cet endroit pendant qu'ils restent pour combattre l'hydre. Les filles n'aiment pas l'idée, mais Kyle les assure qu'il n'est pas téméraire et qu'il a réellement une chance de vaincre le monstre. Urza décide de lui faire confiance, et ensuite Kyle part affronter l'hydre. Seal lui demande s'il est sûr de pouvoir vaincre un monstre aussi puissant seul, et Kyle répond que ça dépendra du nombre de têtes, car plus une hydre a de têtes, plus elle est forte. Il est confiant de pouvoir vaincre une hydre à 3 têtes, mais quand le monstre apparaît devant lui, il oublie les maths, et la seule chose qu'il peut dire, c'est qu'elle a plus de 3 têtes. Kyle Loki se fait dessus en voyant l'hydre à 8 têtes, mais il est trop tard pour fuir maintenant, et il décide d'aller jusqu'au bout. Il esquive facilement les attaques directes des têtes de l'hydre, mais quand le monstre commence à cracher du poison, il se protège avec sa robe. Le poison tue immédiatement les plantes alentour, mais grâce à l'armure de haute qualité, Kyle reste complètement indemne. Il sort ensuite la pierre magique de Blizzard de son sac et la lance sur l'hydre, qui s'immobilise à cause du froid glacial. Ensuite, il utilise la pierre magique d'explosion pour infliger des dégâts massifs au monstre, créant une ouverture sur son corps écailleux. Kyle charge alors pour profiter de la blessure superficielle et bloque une autre salve de souffle empoisonné avec sa robe. Il tranche rapidement une tête de l'hydre, mais c'est aussi utile que tous les messages désespérés que j'ai envoyés à mon ex hier soir, car la tête se régénère immédiatement. Il continue quand même à se battre, utilisant la même stratégie stupide de trancher les têtes de l'hydre qui repousse sans problème, puis réalise qu'il n'a plus de pierre de Blizzard. Malgré ses attaques continues, l'hydre ne semble même pas un peu affaibli, et Kyle décide d'utiliser sa stratégie finale. Il se précipite vers l'hydre avec sa compétence de super vitesse tout en cachant une pierre d'explosion dans sa main.
L'hydre n'est pas assez rapide pour réagir, et Kyle transperce facilement sa poitrine. Il élargit la blessure et y enfonce plusieurs pierres d'explosion activées juste avant de se faire repousser. Il arrive à se relever malgré les dégâts subis, et l'hydre commence à marcher agressivement vers lui. Cependant, les pierres d'explosion détonnent toutes en même temps, soufflant l'hydre sous 3 angles différents comme dans une série télé indienne. À la suite de la puissante explosion, le corps de l'hydre est dispersé partout, et Seal dit à Kyle qu'il aurait dû faire ça plus tôt pour économiser quelques-unes de ses pierres magiques. Kyle répond que c'était un dernier recours, et qu'il ne peut pas utiliser cette technique risquée tout le temps en combat, mais il est content d'avoir réussi à vaincre un monstre aussi puissant. D'un autre côté, Urza et les autres ont aussi vaincu les monstres, et ils décident d'aller soutenir Kyle immédiatement. Cependant, il revient à ce moment-là, leur disant que l'hydre était un adversaire coriace, mais pas assez fort pour le battre. Les filles sont heureuses de l'entendre, mais l'instant d'après, elles se pincent le nez et disent à Kyle qu'il pue la viande d'hydre brûlée et qu'il devrait prendre un bain avant de s'approcher d'elle. Kyle est découragé parce qu'il espérait que ses filles le féliciteraient davantage, mais bon, il prend un bain. Pendant ce temps, Theron travaille toujours à rendre la calèche utilisable, et la princesse et ses serviteurs sont toujours inconscients. Kyle pense qu'ils ont été empoisonnés, alors il demande aux filles de leur donner un antidote. Juste à ce moment, Theron lui donne une bourse qu'il a trouvée à proximité, et Kyle réalise qu'elle a été utilisée pour invoquer les monstres, ce qui signifie que c'était une tentative d'assassinat faite pour ressembler à une attaque de monstres. Il s'avère que le prince Carena était vraiment derrière cette tentative d'assassinat, et le garde du corps de Milena, Zento, travaille aussi avec lui. Ils reçoivent la nouvelle de leur échec, et Zento décide d'envoyer une autre escouade pour finir le travail. De retour dans la forêt, c'est déjà le soir quand Milena reprend lentement conscience, et elle n'arrive pas à croire qu'elle est toujours en vie. Urza lui demande de rester calme, et Milena dit qu'elle ne pensait pas se réveiller à nouveau. Elle demande à Kyle et ses amis s'ils l'ont sauvée, et Theron s'empresse immédiatement de s'attribuer tout le mérite. Un coup de poing de Liz l'assomme rapidement, et ensuite Kyle se présente formellement à Milena, disant qu'ils sont un groupe d'aventuriers itinérants qui ont vu son convoi attaquer et se sont précipités pour l'aider. Juste à ce moment, sa servante se réveille et se place immédiatement entre Milena et Kyle, essayant de la protéger d'un étranger. Milena la rassure en disant que Kyle et ses amis les ont sauvés, donc ils peuvent leur faire confiance. Elle se lève ensuite pour voir la situation dehors, et Kyle lui dit que c'est assez horrible là-bas. Cependant, Milena s'en fiche, et une fois qu'elle met les pieds sur le champ de bataille, elle est une personne complètement différente. Elle commence à inspecter les conducteurs morts, et Kyle lui raconte comment ils ont tué les gardes avant son arrivée. Juste à ce moment, Seal lui dit qu'une escouade de chevaliers royaux se dirige vers eux, et Kyle transmet cette information à Milena. Elle panique en entendant ça et dit qu'ils doivent fuir immédiatement, parce que si les chevaliers royaux les trouvent, ils tueront non seulement elle, mais aussi Kyle et ses amis. Kyle lui demande pourquoi les gens de son propre royaume voudraient la tuer, et elle répond que l'homme qui veut la tuer est Zento. Kyle n'arrive pas à croire que Zento ferait une chose pareille, mais Milena est sûre de ce qu'elle dit. Elle dit ensuite à sa servante, Arka, de brûler tous les corps dans la zone pour que les gardes royaux perdent du temps à essayer de la localiser parmi eux. Elle dit qu'ils doivent gagner autant de temps que possible pour s'échapper, puis demande à sa servante de conduire la calèche. Elle demande à Kyle et son groupe de l'accompagner pour qu'elle puisse expliquer la situation, et Theron décide de jeter aussi la bourse d'invocation de monstres dans les flammes, pensant qu'une horde de monstres ralentira encore plus les chevaliers. Mais, pendant ce temps, dans la calèche, Kyle demande à Milena si Zento, qui est le commandant du 2e bataillon des chevaliers royaux, est vraiment celui qui cherche à la tuer. Milena l'affirme et ajoute que Zento travaille avec son demi-frère, Carena. Alors que Theron et Urza sont choqués d'entendre parler de cette querelle familiale, Kyle a encore du mal à croire que Zento tenterait de tuer la princesse. Elle lui explique qu'elle l'a entendu de sa bouche hier. Elle raconte qu'on lui a donné un somnifère dans sa boisson, et alors qu'elle s'endormait lentement, elle a clairement vu Zento et Carena discuter du fait qu'elle ne se réveillerait pas avant le lendemain soir, mais qu'à ce moment-là, elle serait dans l'estomac d'un monstre. Milena savait toujours que son frère voulait la tuer, mais elle le considérait comme un lâche pathétique incapable de passer à l'acte. Cependant, elle n'aurait jamais imaginé que Zento se joindrait à lui. Elle explique qu'en temps normal, elle choisit comme garde le 5e bataillon, composé exclusivement de femmes, mais qu'elles sont souvent appelées à la capitale en raison de leur allure majestueuse et élégante lors des cérémonies. C'est pourquoi Zento et son bataillon sont devenus ses gardes pour ce voyage. Kyle a encore du mal à croire que Zento soit désormais leur ennemi, et il dit à Milena qu'il a probablement déjà mis en place un nouveau plan depuis l'échec du précédent. Elle est d'accord avec lui, et Kyle ajoute que si Zento réussit à la tuer, il accusera son groupe du meurtre, faisant d'eux les méchants de l'histoire. Il réalise aussi que Milena leur a tout révélé pour les rendre menaçants aux yeux de Zento, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus l'abandonner maintenant. Milena est ravie de voir qu'il est assez intelligent pour percer son plan et déclare qu'ils devraient faire de leur mieux pour survivre ensemble. Elle promet de les récompenser une fois arrivés sains et saufs à la capitale, et Kyle répond qu'ils n'ont pas besoin d'argent ou de statut,
que l'honneur et la gloire suffiront à les satisfaire. Milena passe ensuite à la stratégie, disant qu'ils ont l'avantage s'ils jouent la montre. Le 5e bataillon doit arriver dans la ville d'Archamps le lendemain, et ils partiront immédiatement à sa recherche lorsqu'ils réaliseront son absence. Ils sont aussi forts que le 2e bataillon dirigé par Zento, et si des troubles éclatent, cela nuira davantage à Zento qu'à eux. Théron suggère de se cacher dans un village voisin en attendant les renforts, mais Kyle trouve cette idée stupide. Zento brûlerait probablement tout le village pour les tuer, ce qui mettrait des innocents en danger sans garantie de succès. Il propose plutôt de faire demi-tour pour rejoindre Archamps, car la ville compte des milliers d'habitants, et leurs ennemis ne pourront pas tous les tuer. De plus, ils rejoindront ainsi plus vite le 5e bataillon, et ensemble, ils pourront vaincre Zento. Milena objecte qu'ils risquent de croiser leurs poursuivants s'ils rebroussent chemin maintenant, mais Kyle lui répond qu'ils les affronteront le moment venu. Ils s'arrêtent d'abord pour se réapprovisionner, et pendant ce temps, Kyle envoie Si en mission de reconnaissance. Elle découvre que Zento n'est pas avec les chevaliers, et Kyle déclare que cela facilite grandement les choses. Milena est impressionnée par les capacités de son épée intelligente, puis par la quantité astronomique de pierres magiques que possède son groupe. C'est alors que Lise lui tend une boîte remplie de potions de soins de première qualité, lui conseillant d'en boire une si elle est blessée, ce qui surprend encore plus Milena. Elle demande « Mais qui êtes-vous, exactement ?» et Kyle répond qu'ils sont « un groupe de héros en herbe ». De son côté, Karena pique une crise parce que Zento a échoué dans sa mission de tuer Milena. Zento, cependant, le rassure calmement en lui disant qu'il a envoyé ses hommes pour achever le travail que les monstres n'ont pas pu faire. Karena lui ordonne de s'y rendre en personne pour tuer la princesse, mais Zento lui rappelle que lorsque le 5e bataillon arrivera en ville et constatera l'absence de Milena, ils l'interrogeront, ce qu'il ne pourra pas supporter. Karena recule en entendant cela, et Zento lui assure qu'il ne fera pas échouer sa mission cette fois. De retour dans la forêt, les chevaliers voient la calèche de Milena se diriger vers eux, et le vice-capitaine ordonne à ses hommes d'abattre les chevaux pour les arrêter. Ils se mettent en position et visent lorsque, soudain, quelques pierres magiques tombent du ciel juste devant eux. Les chevaliers ne comprennent pas ce qui se passe avant que les explosions ne commencent, et Si continue de faire pleuvoir des pierres magiques depuis le ciel. Le vice-capitaine crie à tous de se reformer, mais Kyle fonce alors droit sur lui avec la calèche. Il roule sur le côté pour éviter l'impact tout en ordonnant à ses soldats de tirer, tandis qu'Urza et Théron aident Kyle à dégager le chemin. Ils traversent les chevaliers sans difficulté, et une fois en sécurité, ils engloutissent quelques potions de soins, remerciant le ciel d'être immensément riche. Soudain, leur calèche s'arrête brutalement, et ils découvrent qu'en traverser les lignes ennemies n'était pas aussi sûr qu'ils le pensaient, une roue est cassée. Impossible de la réparer, ils décident donc de continuer à pied, avec Lise guidant la princesse et ses assistantes. Pendant ce temps, Kyle dit à Urza que quelqu'un doit rester en arrière pour empêcher les chevaliers de les rattraper, sinon, ils seront coincés aux portes de la ville. Urza trouve cela dangereux, mais Kyle répond qu'il ne reste plus que 30 chevaliers après leurs attaques précédentes, et qu'ils peuvent les gérer. Elle s'énerve contre lui pour avoir encore l'idée de risquer sa vie, mais Kyle lui dit qu'il ne le fera pas cette fois. Il demande à Théron de retarder les chevaliers royaux, et ce dernier accepte avant même d'avoir bien compris. Peu après, Kyle demande à Urza de leur lancer un sort de vent pour accélérer leur course, et ce n'est qu'une fois en train de fuir que Théron réalise qu'ils l'abandonnent. Il demande où ils vont, et Kyle lui dit de faire de son mieux. Il panique en réalisant qu'il est vraiment laissé pour compte, et bientôt, les chevaliers arrivent. Cependant, au lieu de les combattre, Théron agite un drapeau blanc et se rend. Il implore qu'on lui épargne la vie, affirmant que rien n'était de sa faute et que tout avait été planifié par Kyle. Il propose de leur donner son argent et même de révéler l'emplacement du donjon où ils l'ont trouvé, mais le vice-capitaine ne semble pas intéressé. Ses soldats découvrent vite que la calèche est vide, et ils décident de continuer à poursuivre la princesse. Quant à Théron, il ordonne à ses hommes de s'en débarrasser. En entendant cela, Théron s'accroche soudain à lui, disant qu'il est prêt à tout faire. Mais le vice-capitaine, furieux, décide de l'achever lui-même. De l'autre côté, Urza s'inquiète pour Théron, convaincu que les chevaliers le tueront. Kyle dit qu'il aurait aussi préféré éviter toute mort, et Urza a du mal à croire qu'il le dise sérieusement. Cependant, Lise réalise soudain qu'ils ne lui ont pas dit que Théron est en réalité le plus fort d'entre eux. Revenons aux chevaliers, un homme est mort, et ce n'est certainement pas Théron. Au contraire, il a tué le vice-capitaine avant même que ce dernier ne puisse le frapper. Il commence alors à accumuler de l'aura au milieu des chevaliers, déclarant que tuer le plus gros est la meilleure façon de commencer un combat. Les chevaliers le regardent, choqués, tandis que Théron enlève ses gants, puis ses anneaux et son bracelet d'entraînement, qui multiplient son poids par 10. Il se sent bien plus léger sans ces restrictions, et lorsque les chevaliers l'attaquent, il les abat sans effort. Il lance soudain une pierre magique vers les chevaux, provoquant une explosion qui les fait s'enfuir, laissant les chevaliers coincés, ce qui ravit Théron. Il tue encore quelques chevaliers avant de réaliser qu'il en a assez fait. Il laisse tomber son épée,
leur disant que sa mission était de les ralentir, pas de tous les tuer. Maintenant que leur chef est mort et leurs chevaux ont fui, ils ne pourront pas rattraper la princesse, alors continuer à se battre au péril de leur vie est inutile. Il leur demande de partir maintenant car il ne veut plus tuer personne, et ils acceptent son offre, sachant qu'ils ne peuvent pas gagner. Cependant, il ne faisait que jouer avec eux, dès que les chevaliers lui tournent le dos, il lance des pierres magiques explosives pour les éliminer. Ceux qui survivent sont achevés par ses coups rapides et impitoyables. Théron s'assoit ensuite au milieu du champ de bataille ensanglanté, épuisé d'avoir joué les idiots et d'avoir tué 30 chevaliers à lui tout seul. En ville, Zento perd le contact avec ses chevaliers et comprend qu'ils ont échoué, eux aussi. Il décide de prendre les choses en main et laisse quelques chevaliers pour garder Karena tandis qu'il part seul dans la forêt. Si le repère chevauchant vers eux et prévient Kyle, mais Zento remarque son espionnage. Il la frappe avec une boule d'énergie, la mettant hors combat, et s'y murmure qu'il semble très puissant et compétent. Tout cela suffit à Kyle pour comprendre que Zento arrive vers eux, et il arrête immédiatement son groupe. Il ordonne à Lise et Urza de protéger la princesse, et si la situation tourne mal, de faire demi-tour pour rejoindre Théron. Milena demande à Kyle s'il est sûr de pouvoir affronter seul l'un des plus puissants chevaliers du royaume, et il répond qu'il ne voulait pas le combattre, mais qu'il n'a plus le choix. Milena le regarde fixement et lui demande pourquoi il parle comme s'il connaissait Zento personnellement. Elle se demande si c'est vraiment une coïncidence qu'il l'ait trouvé en danger, mais décide que ce n'est pas le moment pour ces questions. Elle remercie Kyle de se battre pour elle, et il promet de revenir victorieux. L'aube arrive bientôt, et avec elle, Zento atteint l'endroit où Kyle l'attend. Il descend de cheval et s'avance vers lui, demandant s'il est celui qui aide la princesse. Kyle confirme et lui demande pourquoi il est seul alors qu'il a d'autres chevaliers avec lui. Zento répond qu'il ne veut pas que plus de ses hommes meurent pour une affaire qui ne les concerne pas, alors qu'il suffit à la tâche. Dans un ultime effort pour éviter de le tuer, Kyle supplie Zento de se rendre, promettant de demander à la princesse de le gracier. Zento trouve cette proposition absurde, et Kyle lui demande alors pourquoi il a tenté de tuer la princesse, car ni l'argent ni le statut ne pouvaient le pousser à la trahir. Zento refuse de répondre et prend position, certain de vaincre rapidement pour rejoindre la princesse. Kyle adopte la même posture, et tous deux lancent des sorts pour augmenter leur vitesse et leur force. Ils chargent l'un vers l'autre, et Kyle esquive la première attaque de Zento. Mais ce n'était qu'une illusion, et le vrai Zento se cachait derrière, sauf que Kyle le savait déjà. Il parvient à éviter son attaque suivante et à le frapper, entamant un peu son bouclier magique. Zento est stupéfait, car personne n'a jamais pu esquiver son attaque lors d'un premier combat, mais il ignore que Kyle connaît parfaitement son style de combat pour l'avoir appris de lui dans une vie précédente. Cependant, après avoir évité le premier combo mortel, Kyle réalise rapidement qu'il n'est pas de taille face à Zento avec sa force physique actuelle. Il est rapidement repoussé, et Zento commence à lui tirer des rafales d'énergie qui le font perdre l'équilibre. Zento décide de passer à l'attaque fatale, mais Kyle parvient à marcher sur son épée et à utiliser l'élan pour s'éloigner de lui. Zento est offensé par son geste de donner un coup de pied à une épée, mais Kyle lui dit qu'il l'a appris de son maître avant de lui lancer une pierre de magie explosive. Cependant, Zento utilise ses réflexes rapides et renvoie la pierre magique vers lui, lui infligeant des dégâts à la place. Il attaque ensuite rapidement Kyle avant qu'il ne retrouve complètement son équilibre, mais lors de leur affrontement, son épée commence à se fissurer. Zento recule, réalisant que Kyle a une meilleure arme que lui, et en réponse, Kyle lui demande à nouveau de se rendre parce qu'il ne veut pas qu'il meure. Zento répond que la meilleure façon de le faire est de se faire tuer à la place. Il sait qu'il ne peut plus perdre de temps, alors il décide de passer à l'attaque fatale avec son prochain coup. Il prend sa position et dégage une aura terrifiante, et Kyle se prépare également à lui faire face. Zento lui demande son nom avant qu'il n'échange des coups, et Kyle se présente, lui demandant de se souvenir de son nom. Sur ce, ils chargent l'un vers l'autre, et Zento parvient à parer le coup de Kyle, le laissant sans défense. Il le frappe ensuite avec toute sa force, mais son épée se brise parce qu'elle heurte l'armure scénaristique de Kyle, ou plutôt, le cœur du dragon divin. Zento réalise qu'il est désormais en position de désavantage, et Kyle renforce son cœur alors qu'il porte le coup fatal à son ami. Il lui tranche la poitrine, et Zento tombe à genoux, saignant abondamment. Il demande à Kyle s'il l'a laissé dévier son épée pour la tirer dans cette position, et Kyle répond que non. Zento l'a vraiment surpassé dans tous les domaines, mais il savait que Zento irait directement pour la mise à mort, et il était préparé à cela. Zento remarque qu'il est un homme étrange, puis murmure qu'il est désolé avant de mourir. Le cœur lourd, Kyle lui présente ses excuses, disant qu'il y a des choses qu'il doit protéger à tout prix, même si cela signifie tuer de vieux amis. Il se met à pleurer parce que Zento faisait partie de ces choses qu'il voulait protéger, mais il est désormais trop tard pour cela. De retour en ville, Karina arpente sa chambre avec impatience, se demandant pourquoi Zento met autant de temps. Soudain, il entend quelqu'un approcher et pense qu'il s'agit de Zento, mais malheureusement pour lui, c'est en réalité la commandante du 5e bataillon, Kilren,
qui ordonne à ses filles d'envahir la pièce et d'arrêter le prince. Karina leur ordonne de le laisser tranquille, mais Milna entre alors dans la pièce, et il devient complètement silencieux. Milna ordonne à Kilren d'arrêter Karina et de l'interroger, en utilisant la force s'il refuse de coopérer. Elle quitte la pièce sur ces mots, et les cris du prince bâtard se transforment en hurlements alors que les chevalières commencent à le tabasser. Une fois dehors, Milna remercie Kyle et son groupe de l'avoir aidé à survivre à cette épreuve. Elle les emmène au palais royal pour les remercier et les récompenser correctement, et Théron et Cy perdent immédiatement tout contrôle en voyant des filles et de la nourriture là-bas. Kyle s'excuse pour leur comportement, mais Milna leur dit que ce n'est pas grave. C'est alors que le roi arrive, et elle se précipite pour lui tenir les mains maladroitement au lieu de l'embrasser. Elle présente ensuite Kyle et son groupe au roi, et seul Kyle a assez de manières pour saluer le roi correctement. Cependant, le roi lui dit qu'il n'y a pas besoin de formalité ici. Il remercie son groupe d'avoir sauvé sa fille, puis commence à se demander pourquoi Zento aurait rejoint un complot pour tuer Milna. Il demande à Kyle et ses amis de ne pas divulguer ce secret à qui que ce soit, et Kyle promet qu'ils ne feront rien qui nuise à leur pays. Peu après, une fausse version officielle est diffusée dans tout le royaume, affirmant que Milna et Karina voyageaient vers un territoire frappé par une tragédie lorsqu'ils ont été attaqués par des monstres dangereux. Les chevaliers menés par Zento ont tout fait pour les protéger mais ont fini par perdre la vie, et Karina a été si gravement blessé qu'il est toujours en convalescence dans un lieu secret. La partie où Kyle sauve Milna est la seule information vraie qui est révélée, et bientôt arrive le jour où il doit recevoir sa récompense avec son groupe. Kyle reçoit une médaille d'honneur pour avoir sauvé la princesse, et la foule l'accepte rapidement comme un nouveau héros. Cependant, le danger pour la vie de Milna persiste parce que le cerveau de l'attaque n'était ni Karina ni Zento, mais le roi lui-même. Ce roi est jaloux de sa fille parce qu'elle est bien plus talentueuse que lui dans tous les aspects, et quand elle deviendra reine, elle rendra le pays à nouveau grand, quelque chose qu'il n'a jamais pu faire. Il craint de ne pas être retenu dans l'histoire à cause d'elle, et il ne veut pas que cela arrive. Alors que le roi se demande ce qu'il peut faire pour tuer Milna, Kyle entre dans sa chambre déguisé en assassin. Le roi panique en le voyant, mais Kyle se place rapidement derrière lui et lui couvre la bouche avant qu'il ne puisse crier. Il commence à parler de la façon dont le roi a refusé sa suggestion d'aider les nains dès le début de la grande invasion, juste pour maintenir la suprématie diplomatique. Sa décision stupide a causé la défaite des nains, et par conséquent, l'armée démoniaque a pu facilement entrer au cœur du continent et conquérir d'autres nations. Kyle dit qu'il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir pour sa stupidité, mais plutôt, quand Zento a présenté ses excuses au roi avec son dernier souffle, il a tout compris. Kyle pousse soudainement le roi sur son balcon, disant qu'il aurait dû être évident dès le début que quelqu'un d'aussi loyal que Zento n'attaquerait Milna que s'il y était directement ordonné par le roi. Le roi sue à grosses gouttes à ce moment-là, mais il crie quand même à Kyle, lui demandant ce que cela peut bien lui faire. Kyle commence à le pousser vers le mur, disant que Milna est peut-être aussi une stratège rusée, mais au moins elle est plus intelligente que le reste de la famille royale réunie. Le roi se débat pour s'échapper et parvient à retirer le déguisement de Kyle, mais il est trop tard, il est poussé vers sa mort. Les gardes paniquent en découvrant son corps sans vie et pensent qu'il a glissé du balcon parce qu'il était trop ivre. Cependant, pour protéger son image, la version officielle déclare qu'il est mort d'une crise cardiaque. La nouvelle atteint rapidement le groupe de Kyle, et Théron est secrètement content que le roi ait survécu juste assez longtemps pour les récompenser, sinon ils auraient dû attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir leur médaille. Il est aussi content que Milna s'apprête à monter sur le trône bientôt, mais ce qui préoccupe tout le groupe, c'est qu'elle a convoqué Kyle pour une réunion privée avant son couronnement. Lors de la réunion, Milna dit à Kyle qu'elle est fiancée au prince Misé de l'Empire Gargan, et il est choqué par cette nouvelle. Milna explique que leur empire Zurgu a autrefois conclu un accord avec l'Empire Gargan, et en échange du territoire de Karen, elle a été promise au prince. Maintenant, elle prévoit de refuser officiellement les fiançailles parce que les hommes qui l'ont décidé étaient des imbéciles et n'ont même pas pris la peine de signer un contrat. De plus, le territoire de Karen n'est pas officiellement lié aux fiançailles, donc il restera une partie de l'Empire Zergu quoi qu'il en soit. Cependant, Milna veut que Kyle visite le gouverneur de Karen et obtienne son approbation pour annuler les fiançailles avant qu'elle ne puisse agir de son côté. Ce travail ressemble à un fardeau pour Kyle, et la nuit, il ne peut s'empêcher d'y penser. Cy apparaît à côté de lui, lui demandant ce qui l'inquiète tant, et il lui dit qu'il s'inquiète de la réaction de l'Empire Gargan. Elle répond qu'il devrait s'inquiéter davantage pour Karen parce qu'il semble qu'ils aient leurs propres problèmes. Elle souligne que le gouverneur de Karen ne s'est pas présenté aux funérailles du roi, ce qui signifie qu'il est très occupé par quelque chose. Cy pense que c'est une autre des tactiques rusées de Milna, et elle espère que Kyle résoudra le problème sans qu'on lui demande explicitement de le faire. Il se sent beaucoup mieux en entendant cela parce que cela l'aidera à améliorer sa réputation de héros, et aussi parce qu'il veut rester aussi loin que possible de Milna. Cependant, il doit la rencontrer une dernière fois avant de partir en mission, et Milna lui demande de rejoindre les gardes royaux et de devenir son chevalier personnel parce qu'elle veut qu'il reste près d'elle 24h24. Kyle est surpris par son flirt agressif et lui dit qu'il a d'autres choses à faire,
mais si elle a besoin de lui, il accourra. Milna lui dit soudain qu'elle plaisantait et lui souhaite bonne chance pour son voyage, et Kyle pique une crise dès qu'il retrouve ses amis parce qu'il espérait secrètement que la princesse s'intéresserait à lui. Quoi qu'il en soit, il ramène son équipe à l'élite boutique d'armes tenue par le vieil homme Fesba, qui est ravi de faire à nouveau affaire avec Kyle. Il le félicite pour sa médaille et lui souhaite plus de succès à l'avenir, quand Teron l'interrompt et lui demande si son épée est réparée. Fesba lui présente immédiatement l'épée, disant qu'il a fait appel à son meilleur artisan, mais Teron demande s'il a quelque chose de mieux. Le marchand s'excuse parce qu'il n'a rien de tel, mais il promet d'utiliser ses relations pour lui trouver une meilleure épée. Kyle lui demande ensuite s'il sait quelque chose sur Karen parce qu'il s'y rend ensuite, et Fesba lui dit immédiatement que c'est un endroit difficile. Il dit que la guilde des forgerons dirige toute la ville, et ils ont créé de nombreux problèmes, ce qui a aussi rendu les affaires difficiles pour eux. Cependant, il affirme que les choses ont commencé à s'améliorer depuis que Karen fait partie de Zergu. Kyle le remercie pour les informations, puis Fesba dit à Teron qu'il pourra peut-être trouver une épée qui lui convienne à Karen parce qu'elle a une longue et riche culture de fabrication d'armes. Sur ce, Kyle et Teron rejoignent les filles, et ensemble ils partent vers Karen. Quelques jours plus tard, Kyle et son groupe atteignent la cité-état de Karen, construite sur une montagne. Tout le monde est surpris de voir cela, et Lys se demande comment ils ont pu construire une ville autour de la montagne. Soudain, Syl sort de l'épée et révèle que les habitants de Karen n'ont pas construit la ville autour de la montagne, mais qu'ils ont construit la montagne autour de la ville. Cela semble encore moins logique que le plan tarifaire de Trump pour le groupe, et Syl explique que la ville a été construite comme avant-poste défensif contre les démons pendant l'âge d'or de la magie. Plus tard, ils ont trouvé d'énormes filons de minerais sous la ville et ont utilisé la magie pour les ramener à la surface, créant ainsi une montagne. Alors que tout le monde s'émerveille devant cette magie ancienne, un groupe de chevaliers wyverns appartenant à l'Empire Gargan vole au-dessus d'eux. Ils se dirigent droit vers la ville de Karen, et Teron espère que les chevaliers wyverns n'ont rien à voir avec la raison de leur présence ici. Ils entrent dans la ville et se rendent immédiatement à l'ambassade pour discuter. Le gardien vérifie leurs documents et contacte l'ambassadrice. Pendant ce temps, Urza se couvre les oreilles, car il y a beaucoup de nains dans la ville et ils détestent les elfes. Bientôt, l'ambassadrice Miranda arrive pour les accueillir, et Kyle se fige, car il l'avait déjà vu dans sa vie antérieure. Pour mettre fin au silence gênant entre eux, Lys pousse Kyle en avant, et le séducteur en profite pour saisir la main de Miranda et se présenter. Elle lui demande poliment de la suivre à l'intérieur, mais Kyle n'arrive toujours pas à croire que Miranda travaillait comme ambassadrice de l'Empire Zergu avant de le rencontrer. Une fois à l'intérieur, Kyle montre à Miranda la lettre officielle de Milna et elle en vérifie le contenu. Elle dit que c'est tout à fait Milna d'envoyer un héros nouvellement établi comme messager. Kyle lui demande si elle connaît la nouvelle reine, et Miranda répond par l'affirmative, révélant qu'elle était autrefois son professeur de diplomatie. Elle remercie ensuite Kyle et ses amis d'avoir sauvé la vie de Milna, puis passe aux choses sérieuses. Elle explique que le gouverneur de Karen est gravement malade et que personne n'est autorisé à le rencontrer. Elle a tenté de le contacter à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais ses demandes ont été rejetées. Kyle est stressé en entendant cela, mais Miranda lui dit que le gouverneur doit le rencontrer, car il a été envoyé ici directement par la reine. Miranda conduit ensuite le groupe de Kyle à la résidence du gouverneur, et Teron décide d'aller au marché pour trouver des jolies filles qui le rejetteront de toute façon. Pendant ce temps, Miranda s'arrête devant l'ambassade de Gargan et dit à Kyle que si l'un des membres de son groupe a des ennuis là-bas, ils ne pourront pas l'aider. À ce moment-là, l'ancien ambassadeur de l'Empire de Gargan arrive, et sa simple présence suffit à mettre Miranda mal à l'aise. Ensuite, un homme grand et raffiné s'avance et se présente comme Alzar, le deuxième magicien le plus haut placé de l'Empire de Gargan. Il dit qu'il va rencontrer le gouverneur, et Miranda le confronte, affirmant qu'elle devrait rencontrer le gouverneur en premier car Karen fait partie de l'Empire de Zergu. Les deux se livrent à une guerre froide, mais Miranda propose alors une trêve, affirmant qu'ils devraient y aller ensemble. Alzar accepte et se tourne vers Kyle pour lui poser des questions. Il se présente comme un messager de la reine, et Alzar est ravi de le rencontrer car il a entendu parler de ses actes héroïques. De plus, Alzar connaît également la mère de Kyle, car ils ont étudié la magie ensemble. Il dit que c'est un plaisir de rencontrer le fils d'une vieille amie et tend sa main gauche pour lui serrer la main, mais Kyle la serre sans se méfier. Bientôt, tout le groupe se rend au manoir du gouverneur, mais le serviteur refuse de les laisser entrer, affirmant que le gouverneur est encore trop malade. Miranda s'en prend à lui, disant que si le gouverneur ne se rétablit pas rapidement, ils devront le licencier et en nommer un nouveau, et le serviteur nerveux ne peut qu'être d'accord avec elle. Voyant qu'ils ne peuvent pas rencontrer le gouverneur, Alzar prend congé le premier, mais Miranda sait qu'il ne restera pas les bras croisés. Elle est certaine qu'il est au courant de l'annulation des fiançailles et, dans ce genre de cas, l'Empire de Gargan a pour habitude de menacer et d'intimider les autres. Elle décide de nommer un nouveau gouverneur capable de gérer tout voyou qui tenterait de le harceler, et elle a déjà le candidat idéal pour cela, le meilleur forgeron de Karen. Pendant ce temps, Teron erre dans la ville, incapable de trouver une jolie fille ou une bonne arme.
Soudain, il entend une fille crier et la trouve en train d'être harcelée par un groupe de garçons. Théron repousse immédiatement les agresseurs, mais il s'avère que la personne qui l'a sauvé est un garçon qui ressemble à une fille. Théron panique en apprenant qu'il n'a pas su faire la différence entre un garçon et une fille et décide de laisser le pauvre Fambois à son sort. Cependant, il a soudainement une idée et demande au garçon s'il a une sœur aînée aussi mignonne que lui. Le garçon répond par l'affirmative, ce qui suffit à Théron pour recommencer à le protéger, et les voyous sont stupéfaits par le niveau de cringe qu'ils voient. Quoi qu'il en soit, les voyous l'attaquent, mais Théron n'a aucun mal à les battre. Le garçon le remercie et se présente comme Go, un artisan qui crée des objets magiques. Théron lui demande pourquoi ces hommes l'attaquaient, et Go répond qu'il s'agissait de créanciers. Au début, Théron pense que Go souffre d'un problème familial qui l'oblige à s'endetter, mais il apprend ensuite qu'il a convaincu un homme riche d'investir dans son projet sans lui dire qu'il faudrait 10 ans pour le terminer, et que c'est pour cette raison qu'il a envoyé les voyous l'attaquer. Théron est désormais d'accord avec les agents de recouvrement, mais il se moque de savoir s'il pourra rencontrer la sœur de Go et coucher avec elle. À ce moment-là, Go révèle que sa sœur est déjà mariée et qu'il a caché ce fait à dessein, car il savait que sinon, le Seigneur Simplet ne le sauverait pas. Théron est maintenant complètement dévasté et il frappe Go lorsque celui-ci essaie de se montrer mignon après tout cela. De son côté, Miranda se rend à la résidence du nain forgeron Gazu pour le convaincre de devenir le nouveau gouverneur, mais celui-ci n'est pas intéressé par la politique et autres absurdités similaires. Miranda ne parvient même pas à le faire changer d'avis, et Kyle comprend pourquoi elle veut qu'il devienne gouverneur. À ce moment-là, Théron arrive avec Go, qui s'avère être le fils de Gazu. Go voit que Miranda essaie de convaincre Gazu de quelque chose, et il sait que comme ils sont tous les deux têtus, cela prendra beaucoup de temps, alors il invite tout le monde à prendre le thé en attendant. Pendant que Go prépare le thé, Kyle et ses amis regardent autour d'eux. Kyle remarque que Go a l'air plus humain que nain, étant donné qu'il est le fils d'un nain, mais Go répond qu'il est entièrement humain. Il explique que sa mère l'a eu, lui et sa sœur, avant d'épouser Gazu, et qu'elle est décédée il y a quelques années. Sa sœur s'est également mariée récemment, donc il n'y a plus que lui et Gazu qui vivent ici maintenant. Il remarque soudain Théron tenant un tube de superglue et lui dit de le ranger avant d'apporter le thé à tout le monde. Alors que Kyle essaie de nettoyer la table, il aperçoit un plan qui le laisse stupéfait, et Go lui explique qu'il s'agit d'une ancienne arme magique qu'il tente de restaurer. Kyle se souvient clairement du golem géant Hulkbuster avec lequel il a combattu dans sa vie antérieure, et il réalise maintenant que c'est Go qui l'a créé. Il est vraiment impressionné par cela, car les golems créés par Go ont accompli bien plus que tous les soldats humains réunis dans la guerre contre les démons. La technologie permettant de créer des golems a été perdue lorsque l'Empire Zergu est tombé, mais pendant la dernière partie de la Grande Invasion, des prototypes ont été déployés par l'Empire Gargan et se sont avérés très utiles. Kyle fait immédiatement appel à Syl pour l'aider, car c'est elle qui connaît le mieux les golems. Syl est également impressionné par les conceptions de Go, car elles sont très précises, et elle dit à Kyle qu'il y a de fortes chances de réussite. Il est ravi d'entendre cela, car s'ils peuvent commencer à produire des golems en série dès maintenant, ils auront beaucoup plus de chances de gagner lorsque la bataille contre les démons commencera. Il grimpe sur Go et lui demande de construire ses golems dès que possible, mais celui-ci lui répond qu'il leur faudra encore 10 ans. Kyle lui demande de réduire ce délai à 1 an et lui dit que s'il a besoin de fonds, il s'en occupera. Il vide immédiatement un sac rempli de pièces de Zergu, et Go le remercie en promettant de se mettre rapidement au travail sur le projet. Kyle lui demande alors de garder cela entre eux, et Go lui répond qu'il a également d'autres mécènes. Kyle lui dit de leur rendre immédiatement leur argent, car il n'a pas besoin d'autres bailleurs de fonds. Go est vraiment heureux d'avoir trouvé le meilleur investisseur possible, mais Syl est un peu déconcerté par l'enthousiasme de Kyle. D'un autre côté, les négociations échouent et Miranda revient les mains vides. Elle dit à Gazu qu'elle reviendra, mais il lui répond que ce n'est pas nécessaire. Miranda fait la moue et s'en va, puis Kyle décide d'aller voir le maître forgeron. Il lui dit qu'il a besoin d'une épée exceptionnelle pour son ami, mais Gazu lui répond simplement qu'il n'accepte aucune commande pour le moment. Cependant, Go est là pour défendre son papa gâteau, je veux dire son sponsor, et il demande à Gazu de l'écouter au moins. Gazu décide d'écouter la demande de son fils et se retourne rapidement. Remarquant les oreilles d'Urza, il lui dit de se détendre car il n'est pas raciste, mais Théron intervient, disant qu'il a besoin d'une épée car celle qu'il possède actuellement n'est pas assez bonne. Gazu voit à la gaine que l'épée a été fabriquée par un forgeron talentueux, et il dit que peu d'épéistes peuvent honnêtement affirmer avoir besoin d'une meilleure épée. Cependant, Go prend également sa défense, puis Théron dit qu'il aimerait une épée comme celle de Kyle, si cela est possible. Kyle dévoile alors son épée, et Gazu est stupéfait de voir une arme légendaire devant ses yeux. Il a déjà vu d'autres armes exceptionnelles, mais aucune ne se rapproche de celle-ci. Il dit qu'il ne peut rien fabriquer de tel et leur demande de revenir plus tard, car il n'est plus d'humeur à discuter. Alors que le groupe de Kyle quitte sa maison, il commence à parler de l'autre arme légendaire mentionnée par Gazu, et s'il se met à bouder, affirmant qu'aucune arme ne peut se comparer à elle. Plus tard, Kyle parle à Syl,
lui disant qu'ils n'ont pas obtenu de réponse de Gazu, mais qu'au moins, le golem était une bonne trouvaille. Il pense que dans la chronologie précédente, Go n'a pas réussi à les fabriquer et a dû vendre les plans pour couvrir sa dette, ce qui explique pourquoi ils se sont retrouvés entre les mains de l'Empire Gargan. Il estime qu'ils devraient collaborer avec l'Empire en raison de leur technologie avancée, mais à ce stade, alors que les relations entre eux et Zergu ne sont pas au beau fixe, cela pourrait déclencher une guerre. Le lendemain matin, il reçoit la visite surprise d'Alzar, qui souhaite parler au fils de son ami. Il l'invite, lui et ses amis, à déjeuner, puis à faire un tour à dos de Wyvern. Kyle est stupéfait, car les techniques permettant de chevaucher les Wyverns sont un secret d'État. Alzar lui explique que c'est la mère géniale de Kyle qui a mis au point ces techniques, ce qui lui permet de les voir. Il devient nostalgique en parlant d'elle, puis s'en va. À ce moment-là, s'il arrive et dit qu'Alzar possède une grande quantité de magie et qu'il pourrait même être capable de lancer des sorts de niveau spécial un jour. Plus tard, Kyle va dîner avec lui et emmène Miranda avec lui à la place de ses amis incivilisés, mais alors qu'il s'approche de la salle à manger, il sent une présence puissante et maléfique. Il se précipite à l'intérieur de la pièce et trouve du sang éclaboussé partout et le cadavre d'Alzar gisant sur la table, avec une femme démoniaque debout devant lui. Kyle crie avec colère sur le démon, pleinement conscient qu'il fait face au plus grand ennemi des humains. Il pense que peu d'humains de la génération actuelle sont conscients de la puissance des démons, et que la plupart d'entre eux ne reconnaîtraient même pas un démon s'ils en voyaient un. Cependant, il peut dire, d'après la corne sur la tête de la femme et son aura menaçante, qu'il s'agit d'un démon. Il est lui-même assez tendu, car il n'est pas encore prêt à combattre un démon, mais il n'a pas vraiment le choix. La femme démon soupire avant de déployer ses griffes et de charger Kyle, qui court à sa rencontre. Il utilise son bras comme bouclier pour bloquer ses griffes, puis la frappe avec un coup magique. Le démon recule de quelques pas sous l'effet du choc, mais même si Kyle la provoque avec assurance, il sait qu'il est en position de faiblesse. Il n'a ni son épée ni son armure, et il ne peut pas non plus utiliser beaucoup de magie. Heureusement, les gardes arrivent en courant à ce moment-là, et dès que la femme démon les aperçoit, elle s'enfuit. Kyle ne peut même pas essayer de l'arrêter, mais il est vraiment curieux de savoir pourquoi un démon s'enfuirait simplement parce que quelques humains supplémentaires sont arrivés à l'endroit où elle se trouvait. Quoi qu'il en soit, il tourne son attention vers le cadavre d'Alzar et découvre rapidement que de nombreux soldats et employés de l'ambassade ont été tués, mais que personne n'a rien vu ni entendu avant plus tard. D'autre part, Go apprend la science de la création de golems auprès de Syl, et celle-ci est impressionnée par son intelligence malgré son jeune âge. Cela rend Go curieux de connaître l'âge de la Loli, mais avant que Syl ne puisse dire quoi que ce soit, Liz arrive pour les inviter tous les deux à prendre le thé. Pendant qu'ils prennent le thé et grignotent des biscuits, Go pose des questions sur Kyle, et Urza lui répond qu'il est parti déjeuner avec un homme important de l'Empire, mais comme ils sont tous des brutes sans manière, il ne les a pas emmenés avec lui. Pendant ce temps, Théron continue de soupirer car il n'a toujours pas reçu de réponse de Gazu au sujet de sa nouvelle épée. Il a soudain une idée et demande à Go s'il a entendu parler d'une épée comparable à celle de Kyle dont Gazu a parlé. Go pense qu'il doit parler de l'épée sacrée Ran qui a été forgée à Karen il y a 2000 ans par un forgeron nain légendaire. On dit que le héros Randolph a utilisé cette épée pour tuer le seigneur démon de son époque, et qu'elle a reçu son nom en l'honneur du héros. Go dit que l'épée se trouve apparemment toujours dans la ville, et Théron est très excité à cette nouvelle. Go pense que l'épée est probablement entre les mains du gouverneur, et Théron commence à élaborer un plan diabolique pour mettre la main dessus. Cependant, Go l'avertit que l'épée est un trésor national et qu'il ne l'obtiendra pas si facilement. Théron ne l'écoute pas et demande plutôt au garçon s'il a de vrais ennemis, contrairement au créancier qu'il a affronté hier. Go ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Théron lui explique que la maison est encerclée par 10 personnes animées d'une soif de sang intense. Il sent qu'elles sont fortes, et décide donc de sortir pour s'occuper d'elles. Cependant, il craint que certaines d'entre elles ne parviennent à le dépasser et demande aux filles de rester sur leur garde. Une fois qu'il est parti, Urza dit à Go de se cacher, mais celui-ci veut aider. S'il lui dit qu'ils sont trop faibles pour aider qui que ce soit pour le moment et lui dit de la suivre. Dehors, les voyous se mettent en position, mais juste au moment où il s'apprête à ouvrir la porte, Théron lui donne un coup de pied de toutes ses forces, assommant 2 d'entre eux. Il tapote ensuite l'épaule du voyou le plus proche, lui disant qu'il a trouvé quelqu'un qu'il peut torturer jusqu'à ce qu'il révèle qu'il a envoyé ici. Le voyou panique, mais Théron l'assomme d'un coup de poing avant de dire aux autres de s'enfuir s'ils veulent rester en vie. Cependant, il l'attaque sans écouter son conseil, ce qui ne plaît pas vraiment à Théron. Pendant ce temps, 2 voyous se faufilent dans la maison où Urza et Liz sont prêtes à les affronter. Urza remarque le poison sur leur couteau et dit à Liz d'être prudente. Celle-ci prend une profonde inspiration pour se calmer, puis montre ses talents de boxeuse en assommant rapidement un voyou. De son côté, l'autre voyou attaque Urza, mais son esprit de l'eau bloque son couteau avant de l'emprisonner dans une bulle d'eau. Il s'évanouit rapidement, puis Urza renvoie l'esprit de l'eau. Après cela, les filles ligotent les voyous qu'elles ont mis à terre pour les interroger plus tard, et Go a peur d'eux car il ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts. À ce moment-là,
Théron revient également avec un voyou qu'il a capturé et commence l'interrogatoire. Il demande directement au voyou de révéler qui l'a envoyé et quelle était sa mission. Comme il ne répond pas, il lui demande de coopérer, sinon les deux femmes derrière lui le tortureront tellement qu'il priera pour mourir. Urza et Lise sont toutes deux nerveuses en entendant cela, et Théron dit aux voyous qu'elles sont des spécialistes certifiés de la torture. Il vante les mérites de Lise comme étant la femme capable de transformer n'importe quoi en instrument de torture et ceux d'Urza comme étant la sadique qui donnera à leur cible des potions de guérison juste avant qu'elle ne perde connaissance afin qu'elle souffre plus longtemps. Théron dit ensuite aux voyous qu'il suppliera qu'on le laisse mourir, mais que les filles ne lui permettront même pas de mourir. Cependant, Théron déclare qu'il n'est pas aussi cruel qu'elle, et qu'il donnera donc aux voyous une chance de s'échapper vivant. Il lui dit d'accepter l'offre avant que les deux autres ne se réveillent, car il serait plus qu'heureux de saisir cette chance pour révéler tout ce qu'ils savent en échange de leur vie. Le voyou cède et dit que leur mission consistait simplement à kidnapper Go et qu'on leur avait dit de tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Go s'inquiète en entendant cela et remarque que beaucoup de personnes ont disparu récemment dans la ville, mais que personne n'en connaît la raison. Théron se rend compte que ses affaires sont liées et demande au voyou ce qu'il advient des personnes qu'il kidnappe. Il répond qu'il les dépose simplement dans une maison abandonnée à l'extérieur de la ville et que leur travail s'arrête là. Théron fait remarquer qu'ils doivent être un gang stupide pour s'en prendre à des gens en plein jour, ce qui énerve le voyou. Il répond qu'ils sont généralement plus discrets, mais que comme tout le monde ici est étranger, ils ont pensé qu'il serait plus facile de les tuer que d'attendre le bon moment. Pendant que cette discussion se déroule à l'intérieur, un démon arrive à l'extérieur de la maison et commence à charger une puissante attaque magique. Théron ne s'en rend même pas compte au début, car il continue d'interroger le voyou, mais dès qu'il sent le danger, il dit à tout le monde de se baisser. Le voyou, cependant, n'a pas cette chance et il est touché à bout portant par la puissante attaque du démon. Heureusement, tous les autres survivent à l'explosion, et Lise et Urza se préparent à poursuivre l'attaquant. Théron leur dit d'abandonner, car l'adversaire est vraiment fort et ils ne peuvent pas le vaincre. À ce moment-là, s'il sort de sa cachette en grignotant des snacks et dit à Théron qu'il a fait preuve de bon sens, car l'ennemi qui vient de les attaquer était un démon, et ils n'auraient pas pu le vaincre même en unissant leurs forces. Plus tard, ils rejoignent Kyle et Miranda, et les deux groupes se racontent ce qui s'est passé. Miranda dit que la situation est assez sombre, car même s'il est clair qu'un démon a tué Alzar, l'Empire Gargan va profiter de cette occasion pour faire pression sur eux. Il dira probablement que l'Empire Zergu collabore avec les démons et tentera de les intimider diplomatiquement, et ce n'est là qu'un de leurs problèmes. S'il dit que puisque les démons sont impliqués dans cette affaire, ils doivent être très prudents, car si les démons le veulent, ils peuvent détruire toute la ville sans grande difficulté. Kyle en est également conscient, et il dit qu'avant de se pencher sur les démons, il devrait en savoir plus sur les enlèvements et déterminer si le gouverneur a quelque chose à voir avec eux. Miranda admet qu'elle est au courant des enlèvements et pense également que le gouverneur pourrait y être lié, mais elle a encore du mal à croire qu'il mettrait en danger les citoyens de sa propre ville. Alors qu'ils discutent de cette affaire, un serviteur arrive en courant pour leur annoncer que le manoir du gouverneur est en feu. Lorsque Kyle et les autres arrivent sur place, le manoir est complètement détruit par les flammes, et tout le monde est désormais convaincu qu'une personne mal intentionnée est derrière cet incendie, car elle voulait effacer ses traces. Miranda leur dit qu'ils n'ont pas retrouvé le corps du gouverneur, ce qui rend l'affaire encore plus confuse, car il était trop malade pour se déplacer. Lise demande si les démons sont également responsables, mais Kyle pense que ce ne sont pas eux qui sont derrière tout cela. Miranda pense également qu'ils sont trop forts et trop fiers pour utiliser l'incendie criminel comme arme, ce qui ne laisse que le gouverneur comme suspect derrière cet incendie. Elle dit qu'ils doivent le retrouver rapidement, et Kyle se souvient que son esprit stratégique et son expertise en matière de logistique ont fait d'elle un personnage clé dans la guerre contre les démons. À ce moment-là, Go arrive, inquiet pour Gazu, car celui-ci a été convoqué par le gouverneur quelques heures avant le début de l'incendie. Il est toujours porté disparu, et Kyle pense que le gouverneur a essayé de se débarrasser de Gazu parce qu'il était candidat à la succession du gouverneur. Miranda, quant à elle, panique et s'effondre, se reprochant d'être responsable de cette situation parce qu'elle a proposé Gazu comme candidat à la succession du gouverneur. Elle se met à pleurer en se demandant ce qu'ils peuvent faire maintenant, et Kyle ne comprend pas pourquoi elle est si affolée. Soudain, il se souvient que dans la chronologie précédente, Miranda s'était saoulée une fois et lui avait dit qu'elle avait eu un amant, mais qu'il était mort à cause d'elle et qu'elle avait renoncé à ses émotions après cela. Kyle est stupéfait lorsqu'il réalise que Gazu et Miranda sortent ensemble, mais il s'avère que ce n'est même pas un secret, car Go le sait déjà. Tout en racontant à Théron et aux autres la relation entre les deux, Kyle s'occupe de Miranda qui est fiévreuse. Il pense que c'est l'incident dont Miranda a parlé dans sa vie passée et il essaie de se souvenir de plus de détails qui pourraient l'aider à sauver Gazu s'il est toujours en vie. Kyle se souvient soudainement que Miranda, ivre, marmonnait quelque chose à propos de trouver le passage souterrain plus tôt, et il réalise que c'est la réponse qu'il cherche. Il enfile immédiatement son armure et sort, demandant à Urza de l'accompagner au manoir du gouverneur car il a besoin de son aide pour trouver quelque chose.
Théron décide de se joindre à lui car il prévoit de trouver l'épée sacrée, et Lise ne peut pas rester en arrière non plus. Kyle demande alors à Go de s'occuper de Miranda pendant qu'il tente de découvrir les secrets cachés dans le passage souterrain. Ils atteignent bientôt les décombres du manoir, et Urza demande à Kyle ce qu'il veut qu'elle fasse. Il lui demande d'invoquer un esprit de la terre pour déblayer les décombres du champ et trouver un passage souterrain. Urza s'énerve en entendant cela, car invoquer des esprits et les garder dans ce monde demande beaucoup de mana, et les décombres s'étendent sur une telle superficie qu'elle sera à court de mana avant même d'avoir pu en couvrir un dixième. Elle demande à Kyle s'il veut qu'elle gaspille son énergie pour un passage souterrain qui n'existe peut-être même pas, et il répond par l'affirmative. Il lui dit que le mana n'est pas un problème, car il a des dizaines de potions de mana pour la réapprovisionner. Urza perd quelques années de sa vie en voyant les potions de mana, car elles ont un goût absolument diabolique. Kyle la supplie de l'aider, car elle est peut-être la seule personne capable de sauver Gazu d'une mort certaine. Théron et Lise lui demandent également de les aider, et Urza, qui est trop gentille, finit par céder. Alors qu'elle se dirige vers le champ de ruines avec une boîte de potions de mana, Kyle demande à Théron s'il est sûr d'avoir vu un démon mâle plus tôt. Théron répond par l'affirmative, et Kyle s'inquiète, car cela signifie qu'il y a au moins 2 démons à Karen en ce moment. Sur ce, Urza et les autres continuent à chercher le passage souterrain à travers les décombres. Elle a déjà bu beaucoup de potions de mana lorsqu'elle remarque soudain quelque chose d'étrange sur le sol. Elle creuse un peu et finit par trouver le passage souterrain, au grand soulagement de Kyle. Le groupe s'engage dans le passage souterrain, et Kyle dit à tout le monde d'être prudent car il pourrait rencontrer les démons plus loin. Théron répond que le démon masculin semblait incroyablement fort, presque aussi fort que sa mère lorsqu'elle est sérieuse. Kyle pense que c'est une comparaison pertinente, car la mère de Théron est elle aussi un véritable monstre. Il dit ensuite aux filles qu'elles ne devraient probablement pas les accompagner, car Urza est épuisée et Lise pourrait ne pas être capable de faire face à un démon. Lise s'en prend à lui et lui dit que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire. Urza est d'accord avec elle, et Kyle se rend compte qu'il ne peut pas les renvoyer à ce rythme. Il pense qu'avec Théron, tout devrait bien se passer, et même si un démon particulièrement puissant arrive, il devrait être capable de protéger les filles. À ce moment-là, Lise remarque une porte au bout du tunnel, et il se précipite immédiatement vers elle. Ils entrent dans une pièce où se trouve un cercle magique au sol, avec au centre le cadavre desséché d'un homme. Kyle panique en voyant cela, car cela lui rappelle la scène effrayante qu'il a vue dans le château du roi démon dans sa vie antérieure. À ce moment-là, s'il apparaît de l'épée et commence à examiner le cercle magique et le cristal qui flotte au-dessus. Elle détermine rapidement qu'il est utilisé pour mener une cérémonie interdite visant à absorber le pouvoir des gens et à le convertir en mana. Tout le monde est horrifié d'entendre cela, puis Kyle reconnaît que l'homme au centre du cercle magique est le serviteur qu'ils ont rencontré l'autre jour. De l'autre côté de la pièce, il y a un tas de cadavres qui, il le réalise, sont les personnes kidnappées dans la ville. S'il remarque alors que l'ampleur de la magie n'est pas très grande et que le cristal utilisé comme catalyseur va bientôt exploser. Elle pense que cela va faire disparaître toute la ville de la surface de la Terre, mais Kyle est plus intéressé par le type de sort qu'ils essaient de lancer avec autant de puissance. S'il n'a pas de réponse précise à cette question, et avant qu'elle ne puisse étudier le cercle magique plus en détail, elle remarque que quelqu'un s'approche d'eux. Il se cache derrière un rocher alors que les 2 démons arrivent, et il semble qu'ils soient en désaccord au sujet de leur mission qui consiste à collecter des informations tout en travaillant avec un humain. La démone lui demande s'il était nécessaire de tuer toutes les personnes présentes à l'ambassade, et le démon répond que c'était la demande de leur collaborateur humain. Il lui assure que même s'il a tué certaines personnes, les pertes n'étaient pas suffisantes pour créer des troubles majeurs. Il lui dit ensuite que peu importe qu'elles soient en colère parce qu'ils doivent travailler avec des humains, car leur mission est d'obtenir un objet que le roi démon désire vraiment, et qu'ils doivent ravaler leur fierté pour accomplir son ordre. Il libère alors ses pouvoirs et brûle le corps desséché du serviteur, déclarant que cela suffit pour aujourd'hui en matière d'élimination des déchets. Les démons sortent ensuite prendre l'air, et Kyle et ses amis sont assez choqués par ce qu'ils ont appris. Ils décident de trouver Gazu et le gouverneur Bax avant de les affronter, alors ils s'enfoncent plus profondément dans le passage souterrain et arrivent dans une pièce luxueuse où Gazu est ligoté. Ils se précipitent pour le libérer immédiatement, mais Bax Luther, de Walmart, qui a déjà dépassé sa date limite de consommation, se met à leur crier dessus. Il leur demande qui ils sont et ce qu'ils font dans son repère. Kyle se rend compte qu'il est le gouverneur, et Bax se rend également compte qu'ils sont les messagers de l'Empire Zergu. Il dit que les Gargants et l'Empire Zergu essaient tous deux de contrôler leur ville, mais qu'il ne le laissera pas faire. Il déclare qu'il la protégera à tout prix, et Théron lui répond que sacrifier son propre peuple ne compte pas vraiment comme une protection. Kyle demande si quelque chose va arriver à Karen, et Gazu répond que leurs mines vont bientôt être épuisées. Bax panique et demande à Gazu de ne pas révéler leur secret. Le forgeron affirme cependant qu'il est trop tard pour cacher la vérité. Il dit qu'une fois les mines épuisées, la ville perdra toute sa valeur. Les forgerons se disperseront, et Karen perdra son autonomie pour devenir partie intégrante de l'Empire Zergu. Bax Luther dit qu'il ne laissera pas cela se produire,
mais il se met alors à tousser comme un fou. S'il se rend compte qu'il lui reste 2 mois à vivre au maximum, et Kyle pense que les démons ont profité de sa faiblesse pour le rallier à leur cause. À ce moment-là, le démon mâle arrive et traite Kyle de raciste pour avoir pensé que les démons manipulent les humains faibles. Il dit qu'ils ont simplement proposé un marché à l'ancien gouverneur et qu'il l'a accepté. Il explique que les démons ont proposé d'effectuer le rituel interdit qui permettrait de créer plus de minerais dans les mines, et Kyle lui demande ce qu'il obtient en échange. Le démon répond que le roi voulait l'épée sacrée Ran qui avait été utilisée pour vaincre un seigneur démon dans le passé. Tout le monde est choqué d'apprendre que l'épée sacrée se trouve ici et que le gouverneur va l'échanger au démon. Il explique que sa mission initiale consistait simplement à recueillir des informations, et qu'il a commencé par Karen car cette ville produit les meilleures armes du continent humain. Une fois qu'il a pris connaissance des problèmes auxquels ils étaient confrontés, il a contacté le gouverneur, et c'est ainsi qu'ils ont conclu l'accord. À ce moment-là, la démon arrive et dit à son partenaire qu'il en a trop dit. Il panique et lui répond qu'il va simplement tuer ces humains, donc ce n'est pas un problème. Cependant, Kyle dégaine son épée et le défie de se battre, lui assurant qu'il ne perdra pas contre lui. Le démon est agité et se prépare à attaquer, mais sa partenaire tente de l'arrêter car ils doivent éviter le combat. Elle lui rappelle également qu'ils doivent récupérer l'épée sacrée, mais il répond qu'ils peuvent simplement tuer les témoins et rentrer chez eux. Bax se dirige vers le démon et lui dit de tenir sa promesse d'aider la ville, mais Theron se précipite pour l'arrêter, car il a plus que quiconque besoin de cette épée sacrée. Kyle dit au gouverneur d'abandonner ses rêves de sauver la ville, car les démons ne vont pas l'aider. Il lui dit que leur catalyseur est à sa limite et qu'ils ne peuvent pas le contrôler pour faire revivre les mines. Le démon est impressionné que Kyle ait pu comprendre cela et dit que cela n'a plus d'importance maintenant, car se débarrasser de cette ville sera également une bonne récompense pour la mission. Bax est furieux lorsqu'il apprend qu'il a été manipulé par les démons et les maudits, mais Theron l'assomme et le remet à Gazu. Le démon masculin dit alors à son partenaire de s'occuper des 2 filles pendant qu'il s'occupe des 2 garçons, mais Kyle veut que Theron aide les filles à la place. Cependant, il refuse, disant qu'il doit d'abord comprendre quelque chose par lui-même, et quitte le champ de bataille. Kyle est furieux contre lui, mais il décide de combattre le démon masculin seul, conscient que ce ne sera pas un combat facile. Pendant ce temps, la démon dit à Liz et Urza de s'enfuir, car elle ne veut tuer aucun humain. Ils pensent qu'il s'agit d'un piège, mais elle leur dit qu'elle n'a pas besoin de piéger quelqu'un de plus faible qu'elle. Liz et Urza le prennent personnellement, et Liz attaque la démon, mais elle est immédiatement repoussée d'un coup de pied. La démon attaque ensuite Urza, qui parvient à esquiver son attaque initiale et à invoquer un esprit de feu. Elle attaque la démon, mais celle-ci esquive facilement tous ses coups et lui assène un puissant coup de pied qui la renverse à son tour. Pendant ce temps, Theron se contente d'observer la scène depuis le bord du terrain, et s'il le rejoint, lui demandant s'il n'a pas l'intention d'aider ses amis. Theron pense que la démon ne va pas tuer Urza ou Liz, il peut donc les laisser se faire botter les fesses pour qu'ils retiennent la leçon. Il est plutôt intrigué par un petit cube rouge qu'il a subtilisé dans la poche du gouverneur lorsqu'il l'a aidé plus tôt. S'il l'examine et découvre qu'il s'agit d'un objet magique qui peut être utilisé pour cacher d'autres objets magiques. Theron lui explique que lorsque le démon a mentionné l'épée sacrée plus tôt, Bax a regardé derrière lui, et il en a déduit qu'il cachait l'épée à proximité. S'il est impressionné par ses capacités d'observation et lui dit que sa théorie pourrait être juste. Theron se rend immédiatement au siège du gouverneur et brise le cube magique, révélant ainsi l'emplacement de l'épée. Pendant ce temps, Kyle lutte contre l'homme-démon. Il est constamment repoussé, mais Theron, sans se laisser perturber, atteint l'endroit d'où il perçoit une puissante énergie, et un petit pilier apparaît là, sorti de nulle part. Il détruit le pilier avec son épée, révélant l'épée sacrée Ran, et la ramasse fièrement, déclarant qu'il a trouvé l'épée sacrée. Tout le monde le regarde immédiatement, mais heureusement, ses amis savent exactement comment profiter de cette occasion. Pendant que les démons sont distraits par Theron, Kyle et les filles chargent leurs adversaires. Urza ordonne à son esprit de feu d'attaquer la fille démon, qui bloque le souffle de flamme, mais à ce moment-là, Liz l'attaque de près. Bien que la démon semble avoir esquivé l'attaque surprise, elle est égratignée par son coup de poing et commence à saigner. Liz et Urza sont désormais convaincus qu'elles peuvent gagner, mais la maman démon est furieuse. Elle décide de se débarrasser d'elles deux quand soudain, elle entend les cris de son partenaire, qui gît au sol après avoir été humilié par Kyle. Il s'avère qu'il n'est même pas blessé, mais il a perdu sa corne, qui est considérée comme la fierté des démons. Kyle piétine sa fierté, disant aux démons qu'il sait que les démons qui perdent leur corne sont considérés comme une espèce inférieure. À ce moment-là, Theron rejoint également le groupe, se vantant que l'épée sacrée s'adapte parfaitement à ses mains, et la démon lui demande de la lui remettre. Il se moque simplement de son audace et répond qu'il devrait la tester contre les démons, mais Kyle a un autre plan. Il suggère de mettre fin au combat pour l'instant et de rentrer chez eux en toute sécurité. Tout le monde est choqué d'entendre cela, mais Kyle explique qu'ils ont des blessés dans leur camp et qu'il veut les emmener à l'hôpital plutôt que de continuer à se battre. Cependant, il ne veut pas non plus laisser le combat inachevé, alors il suggère qu'ils reviennent à cet endroit 3 jours plus tard pour un duel.
Si les démons remportent ce duel, ils pourront prendre l'épée sacrée et la corne. Theron refuse de parier son épée, mais Kyle l'ignore comme s'il s'agissait des conditions générales d'un jeu. Il dit que si les démons perdent, ils devront leur donner toutes les informations qu'ils ont sur les autres démons infiltrés dans le continent humain et sur leur découverte. Il assure aux démons qu'ils se battront en duel et le provoque en lui demandant s'il va refuser un duel contre un humain qu'il considère comme inférieur. Le démon accepte son défi et fait un trou dans le mur pour sortir avec son partenaire. Une fois les démons partis, Kyle et les autres retournent également en ville. Miranda court embrasser Gazu dès qu'elle le voit, mais Kyle doit intervenir et interrompre leurs retrouvailles émouvantes. Il leur demande ce qui se passe avec le gouverneur Bax, et Gazu répond que le vieil homme n'a pas toujours été comme ça. Il se souciait de Karen et était autrefois un bon gouverneur, mais lorsque les choses ont commencé à se compliquer pour la ville, il est devenu complètement fou. Il explique que Bax a commencé à prendre la mauvaise direction par désespoir, et que lorsque Gazu a découvert les enlèvements, il a essayé de l'arrêter. Cependant, Bax lui a dit de se rallier à lui et a même menacé de tuer Go et Miranda s'il en parlait à quelqu'un. C'est pourquoi Gazu a essayé de prendre ses distances avec tout le monde, mais il a finalement été pris dans les ennuis du gouverneur. Une fois ce sujet réglé, Gazu évoque l'épée sacrée Ran, et Kyle lui demande de laisser Theron la garder, car c'est lui qui l'a trouvée. Gazu refuse, car l'épée est un trésor national de Karen. Cependant, Kyle lui rappelle qu'ils lui ont sauvé la vie, et qu'avant cela, ils ont également sauvé la vie de Go des agresseurs ainsi que celle de Miranda du démon à l'ambassade. Gazu n'est pas convaincu, alors Kyle décide d'améliorer son offre. Il sait qu'il n'y a plus de mithril dans les mines de Karen et lui montre un morceau de minerai de mithril de haute qualité. Gazu en bave presque d'envie en voyant ce métal rare, et Kyle lui explique qu'il l'a trouvé dans des ruines anciennes et l'a apporté ici parce qu'il voulait qu'un forgeron talentueux crée des armes avec. Il commence alors à flatter Gazu, le qualifiant de meilleur forgeron du continent, capable de forger un jour une épée sacrée. Il lui propose de lui fournir tout ce dont il a besoin pour ses projets et lui dit que cela devrait suffire pour fabriquer une épée sacrée. Gazu hésite encore, mais Miranda lui fait remarquer que l'épée sacrée en a jamais été officiellement à Karen, et qu'il peut donc la prendre. Gazu se range alors à son avis. Après cela, Kyle remet un plan au maître forgeron et lui demande de lui fabriquer un objet. Gazu lui répond qu'il peut le faire en 3 jours, mais Kyle veut l'avoir en 2 jours car il a un duel après cela. Gazu le traite de casse-pied, mais se rend tout de même à sa forge pour terminer le projet. Plus tard dans la nuit, Kyle retrouve ses amis et constate que les filles sont très motivées pour affronter à nouveau la démone, car celle-ci les a humiliées pendant tout le combat. Theron, quant à lui, est déçu de ne pas avoir pu utiliser l'épée sacrée. Kyle lui dit qu'ils auront d'autres occasions de le faire, car ils doivent d'abord vaincre les démons et leur soutirer des informations. Theron lui répond que les démons étaient d'un autre niveau et qu'il ne sera peut-être pas facile de les vaincre dans un duel équitable, mais Kyle rétorque qu'il a demandé 3 jours de préparation uniquement pour cette raison. Le lendemain, Kyle et Seal se rendent à nouveau dans la zone souterraine, et Seal suggère de drainer la puissance magique stockée dans le catalyseur avant qu'il n'explose. Cependant, Kyle lui demande si elle peut plutôt transférer la puissance vers le cœur du dragon divin, car cela pourrait s'avérer utile plus tard. Seal aime cette idée et répond que ce n'est pas un problème, ce qui amène Kyle à poser sa deuxième question. Il lui demande s'il est possible de créer davantage de mithril à l'aide du sort dont parlaient les démons. S'il répond que ce n'est pas possible et que le meilleur scénario serait d'utiliser la magie pour extraire le mithril des profondeurs de la Terre. Cependant, cela ne garantit pas que cela fonctionnera et cela modifierait suffisamment la géographie de la région pour détruire toute la ville. Sur ce, elle commence à absorber le pouvoir du catalyseur dans le cœur du dragon, et Kyle retourne en ville. Il passe son temps à surveiller l'entraînement d'Urza et de Liz et à rendre visite à Gazu pour lui rappeler la date limite. 2 jours passent ainsi, et la veille du duel, Theron ronfle paisiblement, mais cela inquiète Seal. Kyle lui dit que c'est une bonne chose que Theron soit détendu, car il pourrait avoir besoin de son aide pour vaincre les démons le lendemain. Il ajoute qu'ils ont actuellement besoin d'informations sur les démons plus que de toute autre chose, car cela peut les aider à gagner la guerre à venir. Le lendemain, Kyle et ses amis se rendent au passage souterrain, mais comme l'imbécile a oublié de préciser lors du duel plus tôt, les démons ne sont pas encore arrivés. Les filles décident de faire une pause thé en attendant, et Kyle leur demande si elles ont des plans pour leur combat contre la femme démon. Alors qu'elles discutent de leurs plans, les démons arrivent et sont légèrement dégoûtés de les voir se détendre alors qu'ils s'apprêtent à combattre des ennemis bien plus puissants. Kyle essaie d'agir comme un idiot avec des miettes de biscuits sur le visage lorsqu'il défie les démons. La démone lui demande s'il essaie de les insulter, mais son partenaire a tiré les leçons du passé et lui explique que Kyle essaie simplement de les faire baisser leur garde en se comportant comme un idiot. Voyant que ces railleries ne fonctionnent pas, Kyle décide de passer aux choses sérieuses. Cependant, avant de commencer le duel, il dit aux démons qu'ils devraient se rendre dans un endroit plus dégagé, car 2 combats ne peuvent pas avoir lieu en même temps dans la grotte exiguë. Le démon masculin accepte sa suggestion, convaincu qu'il détruira complètement l'humain, même s'il a quelques tours dans son sac.
Il quitte la grotte avec Kyle tandis que la démone se prépare à combattre les filles. Theron reste en arrière en tant que témoin, disant à la démone qu'il lui donnera l'épée si elle gagne, et s'il est également là pour alerter Kyle au cas où quelque chose se passerait ici. La démone dit qu'elle ne veut pas se battre, mais que si c'est pour l'épée sacrée, elle ne fera pas preuve de pitié. Elle libère toute sa puissance, car cette fois-ci, elle ne sous-estime pas Urza et Liz, puis leur demande de se rendre si elles veulent vivre. Comme elles ne se rendent pas, elle charge immédiatement Liz, la forçant à se protéger contre sa rafale de coups de poing. Alors que Liz s'éloigne de la femme démon, Urza invoque son esprit du feu pour l'attaquer. La femme démon esquive facilement l'attaque, qui se dirige alors vers Liz, qui se cache derrière un pilier rocheux pour se protéger. La femme démon trouve leur comportement un peu suspect, mais elle décide de s'occuper d'abord de la magicienne. Elle se précipite vers Urza, utilisant son esprit du feu comme tremplin pour sauter. Cependant, Urza utilise un artefact pour invoquer un esprit de la terre qui bloque son attaque et lui attrape la main. La femme démon ne s'attendait pas à cela, et Liz profite de cette occasion pour lui lancer une attaque surprise. Cependant, le démon parvient à riposter avec un coup de pied violent qui effleure à peine Liz, mais la secoue tout de même. Alors que Liz tente de retrouver son rythme, la femme démon brise la main de l'esprit de la terre et attaque Urza, la renversant. S'il remarque que la démone est beaucoup plus forte que les filles et dit à Theron de les aider, mais celui-ci croit en l'égalité des sexes et estime que les femmes doivent affronter leurs ennemis elles-mêmes au lieu de compter sur les hommes. Il ajoute que la situation n'est pas si grave, car Urza et Liz pensent toujours pouvoir gagner. La démone les attaque à nouveau, et Urza invoque un autre esprit de la terre. La démone dit qu'elle va déchirer l'esprit, mais à ce moment-là, Liz donne un coup de pied dans le dos de l'esprit, envoyant un énorme bloc de pierre vers la démone, qui est prise par surprise. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, les filles utilisent l'esprit de la terre comme leurre et comme arme. Liz lui assène un autre coup de poing puissant, brisant la pierre et la frappant au ventre. Furieuse, elle charge pour en finir, mais Liz reste sur place jusqu'au dernier moment avant de lui asséner un autre coup dévastateur à l'estomac, forçant la démone à se mettre à genoux. Au même moment, Kyle et le démon masculin atteignent une pièce isolée pour commencer leur duel, et le démon se méfie d'un piège qui l'attend. De l'autre côté, le combat entre la maman démon et les filles n'est pas encore terminé. Bien que blessée, la démon charge Liz, manquant de lui arracher les yeux, mais Liz esquive son attaque et lui assène un coup mortel, la forçant à reculer. Elle s'écarte alors, laissant Urza frapper la démon avec l'attaque la plus puissante de son esprit de feu. Alors que la démon est engloutie par les flammes, Liz et Urza célèbrent leur victoire et rejoignent leurs amis. Cependant, la démon n'est pas encore morte et elle se tient au milieu des flammes, attendant le bon moment pour attaquer. Mais avant de pouvoir entamer le deuxième round du combat, elle veut savoir comment Liz a esquivé son attaque, car elle est beaucoup plus rapide que n'importe quel humain. Liz y réfléchit un instant, puis traite la démon de « One Trick Pony », personne qui ne sait faire qu'une seule chose. Elle explique que ses mouvements sont très simples et faciles à prévoir. Urza est d'accord et dit qu'elle se battait mieux lorsqu'elle se retenait. Les filles disent à la démon que c'est peut-être la première fois qu'elle met sa vie en danger, ce qui signifie qu'elle manque d'expérience au combat. Elles ajoutent qu'elle a l'air très sérieuse dans la vie réelle et que cela se reflète dans son style de combat, ce qui la rend facile à lire. La femme démon est très gênée par cette remarque, mais elle se rend compte que les filles ne mentent pas. Alors, quand elles lui disent de se préparer pour le deuxième round, elle admet simplement qu'elle a perdu. Urza et Liz sont perplexes, et la démon leur explique qu'elle n'a pas peur de perdre ou de mourir, mais que le seigneur démon lui a ordonné de revenir vivante. Maintenant qu'elle a perdu une fois, elle ne peut pas prendre le risque de les combattre à nouveau, car cela pourrait lui coûter la vie. Elle se rend à elle, même si cela brise sa fierté, et leur demande ce qu'elle doit faire maintenant. Urza et Liz sont à court d'idées et se demandent si elle ne devrait pas simplement laisser partir la démon, car elle ne semble pas prête à causer des problèmes. Cependant, Theron leur crie dessus et leur demande s'ils sont vraiment assez stupides pour laisser un démon s'enfuir. Les filles comprennent cela, mais Liz continue de dire que seul Theron peut être assez cruel pour tuer un ennemi qui s'est déjà rendu. Il se fâche contre elle, mais Urza les ignore tous les deux et se souvient que Kyle voulait obtenir d'elle des informations sur les espions démons. La démon leur dit qu'elle et son partenaire étaient les seuls envoyés par le seigneur démon, et que si quelqu'un d'autre est venu seul sur le territoire humain, elle n'en sait rien. Les filles ne savent plus quoi lui demander, et la démon leur dit que si l'une d'elles était un garçon, elle aurait couché avec lui pour payer le prix de sa défaite. Les filles sont troublées en entendant cela, puis la démon dit qu'elle pourrait peut-être coucher avec Kyle à leur place. Eh bien, ni Liz ni Urza ne sont d'accord, et elles disent à la démon de dégager immédiatement. Elle commence à s'éloigner, mais s'arrête à mi-chemin, demandant aux filles si elles veulent au moins se présenter avant de se séparer. Liz et Urza se présentent, puis la femme démon leur dit qu'elle s'appelle Yuriga. Yuriga s'en va, et s'il la trouve plutôt polie pour un démon. Cependant, alors qu'elle commence à parler des démons de son âge à Theron, elle s'aperçoit qu'il n'est plus à sa place. Il court vers Yuriga, l'épée à la main, et lui dit de le laisser essayer son arme sur elle. De son côté, avant que le combat de Kyle ne commence,
Le démon lui demande où se trouve sa corne. Kyle lui montre qu'il la porte sur lui et qu'il pourra la prendre s'il gagne. Le démon est ravi de la prendre et se prépare à combattre. Kyle décide de s'approcher de lui et d'en finir avant que le démon n'ait le temps de lancer ses attaques magiques. Il augmente ses capacités physiques et charge, mais le démon ne bouge pas. Au lieu de cela, il utilise son bras pour bloquer l'épée de Kyle afin de le maintenir en place et de pouvoir le frapper de près. Kyle parvient à esquiver l'impact de l'attaque, mais il subit tout de même de sérieux dégâts. Il se rend compte que le démon utilise toute sa puissance cette fois-ci et qu'il ne peut pas gagner avec la stratégie qu'il avait préparée auparavant. Le démon se rend compte que Kyle a des doutes et déclare fièrement qu'il a tué d'innombrables humains comme lui lors de la précédente guerre entre les démons et les humains. Il commence alors à lancer ses orbes magiques sur Kyle, qui ne peut que les esquiver. Il est tout de même touché par certaines attaques et décide de tout risquer pour réduire la distance qui les sépare. Cependant, le démon utilise simplement sa force à son avantage et le pousse contre la paroi de la grotte. Alors qu'il s'approche de Kyle pour l'achever, Kyle a soudainement une idée. Il retire la corne du démon, menaçant de la briser s'il bouge. Le démon répond qu'il tient à sa corne, mais pas au point de sacrifier sa vie pour elle, mais Kyle pense qu'il bluffe. Il le met au défi en lançant la corne en l'air, et pendant que le démon est distrait, il tente de le poignarder et le pousse jusqu'à l'autre coin de la pièce. Cependant, il rate complètement le corps du démon, car il a un autre plan en tête. Soudain, le mur derrière eux s'effondre et le démon est presque poussé dans une rivière de lave. Sans perdre une seconde, Kyle l'attaque par derrière, mais le démon parvient à esquiver son attaque et à le repousser avec ses propres attaques. Il réussit même à désarmer Kyle et lui dit que, quelle que soit sa force, un humain ne peut pas vaincre un démon. Il prépare une énorme boule magique pour l'achever, mais Kyle sort soudainement une bouteille de sérum collant de sa poche et la jette sur le démon. Au début, le démon ne comprend même pas ce qui se passe, mais il se rend compte qu'il ne peut plus bouger sa main. Il s'avère que le sérum collant est en fait de la superglue, et maintenant le démon ne peut plus bouger, mais ce n'est pas tout. Kyle lui réserve une autre surprise, qui se trouve justement cachée derrière le monticule sur lequel il s'appuie. Il attrape une chaîne et la tire hors de la lave avant de la balancer vers le démon. Le démon hurle de douleur lorsque la chaîne brûlante se resserre autour de son corps, mais il est toujours convaincu qu'il peut la briser grâce à sa magie. Cependant, Kyle lui dit que la magie ne fonctionnera pas contre la chaîne, car elle est faite de mithril. Le démon est abasourdi d'entendre cela, mais Kyle pointe alors son épée vers lui et lui demande de répondre à toutes ses questions. Le démon se rend et dit à Kyle de lui poser ses questions. Tout d'abord, Kyle lui demande si l'actuel roi démon souhaite vraiment la paix avec les humains. Le démon répond par l'affirmative, précisant que l'actuel seigneur démon est Ruiza, la fille de l'ancien roi démon. Elle a eu quelques interactions avec les humains pendant la guerre précédente et elle ne les déteste pas autant. Pendant ce temps, un insecte invisible rôde dans la pièce, mais le démon le remarque et surveille ses mouvements tout en répondant aux questions de Kyle. Kyle lui demande s'il n'y a pas de démon qui s'oppose à elle, et le démon répond qu'il y a beaucoup de démons qui veulent la guerre, et que ce sont eux qui ont forcé Ruiza à les envoyer ici. Kyle lui demande alors si les démons de la faction pro-guerre tentent de renverser l'actuel seigneur démon, et il répond que Ruiza est incroyablement puissante et que la vaincre ne sera facile pour personne. Pour sa dernière question, Kyle demande au démon s'il a rencontré un démon sans cornes et aux ailes noires qui serait candidat pour devenir le prochain roi démon. Le démon répond que personne n'accepterait un démon sans cornes comme roi, et qu'en plus, il ne connaît aucun démon aux ailes noires assez puissant pour être candidat. Kyle a tout entendu et décide que le démon ne lui est plus utile. Il décide de l'achever, mais le démon le supplie d'arrêter, lui proposant d'organiser une rencontre entre lui et Ruiza afin qu'il puisse lui parler directement. Kyle apprécie l'offre et baisse son épée, mais le démon n'a pas l'intention de coopérer avec lui. Il ordonne à son insecte invisible de l'attaquer par derrière, mais Kyle le coupe en deux sans même le regarder. Il dit au démon qu'il fixait l'insecte si intensément qu'il n'avait même pas besoin de se retourner pour l'attaquer. Kyle sait que le démon peut créer ces insectes invisibles appelés insectes assassins pour lancer des attaques furtives sur ses ennemis, les tuant sans laisser de traces. Le démon est choqué par cette révélation et lui demande comment il connaît son pouvoir. Kyle le stupéfie encore plus en lui révélant qu'il connaît même son nom. Il dit au démon nommé Garnia qu'ils se sont déjà rencontrés, ce qui le laisse complètement perplexe. Il ne comprend pas ce qui se passe, et Kyle lui explique que dans sa vie antérieure, il avait ressenti une étrange peur lorsqu'il l'avait affronté, car il était follement loyal envers le roi démon. Dans cette vie, il ne ressent plus cette loyauté, ce qui rend Garnia beaucoup moins effrayant. Kyle le jette alors dans la lave en contrebas, affirmant que Garnia a tué beaucoup de ses amis pendant la guerre, mais que c'est lui qu'ils ont capturé et torturé pour connaître l'emplacement du château du seigneur démon. Kyle dit que sans lui, ils n'auraient pas réussi leur tentative de suicide, mais Garnia ne l'écoute pas et continue de le maudire. Cependant, il n'a pas assez de points dans ses statistiques de défense pour résister longtemps à la lave, et bientôt, il se noie dans la lave, tombant dans le silence pour toujours. Pendant ce temps, l'attaque de Théron ne touche pas Uriga, mais tue à la place un insecte assassin envoyé par Garnia pour la tuer.
Les filles accourent et le réprimandent pour avoir essayé de tuer un adversaire désarmé, mais Theron leur dit qu'il lui a en fait sauvé la vie. S'il examine les restes de l'insecte assassin et se rend compte que c'est le démon mâle qu'il avait envoyé à la poursuite de Yuriga. Elle est d'accord avec Theron, pensant qu'il voulait la faire taire afin qu'elle ne puisse pas dire au seigneur démon ou à qui que ce soit d'autre qu'il avait perdu sa corne face à un humain. Alors que tout le monde se lie autour de sa haine pour Garnia, Liz fait l'éloge de Theron, disant que malgré les apparences, c'est en fait un type bien. Theron savoure ses compliments, mais en réalité, il essayait vraiment de tuer Yuriga et a instinctivement changé de cible lorsqu'il a senti la présence de l'insecte. Yuriga, cependant, croit qu'il voulait la sauver et lui dit qu'elle lui est redevable. Theron tente immédiatement de faire valoir cette dette en l'invitant à regarder Netflix et à se détendre, mais Liz lui donne un coup de coude pour le faire taire. Yuriga se contente de ricaner et s'éloigne, disant à tout le monde qu'elle se souviendra d'eux, même s'ils ne se revoyaient jamais. Les filles commencent à discuter du fait que Yuriga sera probablement beaucoup plus forte si elle se rencontre à l'avenir, mais Theron s'interroge sur l'ordre de Kyle de ne pas laisser la démone en vie. Cependant, il ne peut pas simplement la poursuivre et la tuer après que tout le monde pense qu'il l'a sauvée une fois, alors il décide de trouver une excuse pour apaiser Kyle plus tard. Le lendemain, alors que Theron manie sa nouvelle épée pour s'y habituer, Kyle lui demande soudainement ce qu'il pense des démons. Theron répond qu'ils ne semblent pas aussi terrifiants que le décrivent les histoires, même s'ils sont plus forts que la plupart des humains qu'il a rencontrés. Il estime qu'ils ne sont pas si différents des humains, et Kyle répond qu'il partage son avis. Il commence à se demander si c'est l'une des raisons pour lesquelles Theron a laissé partir la femme démon. Hier, lorsqu'il a découvert que Theron avait laissé partir Yuriga malgré ses instructions de la tuer, il était vraiment en colère. Cependant, il est désormais convaincu qu'elle n'était pas une mauvaise personne ni une menace pour eux, car Theron ne l'aurait pas laissé partir dans ce cas. Alors que Kyle réfléchit à la façon dont la paix temporaire a changé les humains et les démons, les filles arrivent. Il s'inquiète de leurs blessures suite à leur combat contre Yuriga, et les filles sont gênées lorsqu'elles lui disent qu'elles vont très bien. Après cela, Kyle se rend chez Go avec Seal. Pendant qu'il va parler à Gazu, Go demande à Seal de l'accompagner car il a quelque chose d'important à discuter avec elle. Kyle prend des nouvelles de Gazu, qui s'est remis des incidents de la semaine dernière. Gazu sait que Kyle quitte la ville le lendemain, il a donc préparé des cadeaux d'adieu à l'avance. Kyle est émerveillé lorsqu'il voit les fourreaux de sabre pour lui et Theron, et Gazu lui explique qu'ils sont faits de mithril, ce qui leur permet de parfaitement contenir leurs épées sacrées. De son côté, Go demande à Seal de rester avec lui pour toujours, et il ne parle pas seulement d'apprendre la technologie magique avec elle. Cependant, Seal ne comprend pas que le garçon l'aime bien et lui dit qu'il peut terminer les golems tout seul. Elle dit qu'elle appartient à Kyle et qu'elle doit aller où qu'il aille, ce qui brise le cœur de Go, car cet idiot ne sait pas que Seal est un esprit d'épée. Lorsque Kyle arrive et emmène Seal, Go le maudit d'avoir emmené la Loli alors qu'il a déjà Urza et Liz. Après cela, Kyle va voir Miranda et apprend que le gouverneur Bax est décédé il y a quelques jours. Il a tout avoué au sujet des enlèvements sur son lit de mort, ce qui résout les problèmes de leur ville, mais Miranda s'inquiète d'un problème plus grave, à savoir le massacre à l'ambassade de Gargan. Kyle est également au courant, et Miranda dit que Gargan va sûrement accuser l'Empire Zergu d'être responsable du massacre, et comme la reine Milna annule également ses fiançailles au même moment, ils vont certainement prendre des mesures hostiles. Cependant, Miranda pense qu'ils vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre, car Gazu a officiellement accepté l'offre de devenir gouverneur de Karen, à condition de pouvoir travailler comme forgeron autant qu'il le souhaite. Après cela, Kyle se transforme soudainement en détective et demande à Miranda si elle est à l'origine des problèmes liés à la dette auxquels Go était confronté récemment. Elle est décontenancée par cette accusation, mais Kyle lui explique son raisonnement. Comme Gazu prenait ses distances avec elle à cause des menaces de Bax, elle s'est impatientée et a décidé d'utiliser Go comme un outil pour se rapprocher de lui à nouveau. Elle a laissé des personnes louches lui prêter de l'argent, puis a attendu qu'elle s'en prenne à Go afin de pouvoir le sauver et reconquérir Gazu. Miranda est dévastée car la théorie de Kyle est correcte, mais heureusement, il n'a aucune preuve. Elle est soulagée qu'il ne puisse pas ruiner sa relation ou sa réputation, mais Kyle n'en a d'ailleurs pas l'intention. Il dit à Miranda que si elle se sent coupable de ses actes et veut se racheter, elle doit garder secret le projet de restauration des golems de Go, y compris vis-à-vis de l'Empire Zergu. Miranda est surprise par cette demande, mais elle l'accepte rapidement, et Kyle est heureux de l'entendre. Cependant, elle n'est pas sûre que Go réussira son projet, mais Kyle lui dit qu'il a investi dans son projet parce qu'il a confiance en ses compétences. Miranda répond que si Go réussit, les golems renforceront considérablement la puissance de leur pays et qu'elle devra finir par le signaler. Kyle comprend son point de vue et lui demande de garder le secret jusqu'à ce que Go ait réussi à créer un prototype fonctionnel, ce qui devrait être fait d'ici 3 ans, après quoi il ne sera plus nécessaire de cacher les golems. Miranda est surprise par sa déclaration, et Kyle lui dit de sourire car elle n'est pas belle quand elle fronce les sourcils. Elle est légèrement agacée par son attitude, mais sent également qu'il cache quelque chose. Elle demande à Kyle s'ils se sont déjà rencontrés auparavant pour qu'il se montre si franc avec elle,
et il lui répond qu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans cette ville. Le lendemain, Kyle et ses amis quittent la ville, et Theron est un peu déçu de ne pas avoir pu tester sa nouvelle épée. Kyle lui dit qu'il aura bientôt l'occasion de le faire, mais qu'ils doivent d'abord retourner à la capitale pour faire leur rapport. Pendant ce temps, Liz et Urza commencent à discuter de leur situation, et ils craignent qu'elle soit bien pire que lorsqu'ils ont été envoyés à Karen. La rupture des fiançailles par Milna n'est qu'un élément parmi d'autres, mais l'assassinat d'une des personnalités les plus importantes de Gargan va certainement affecter les relations entre les deux pays. Cependant, Kyle leur dit que les démons constituent un problème plus grave encore. Il explique que les démons pourraient avoir l'intention de monter les humains les uns contre les autres afin de pouvoir lancer une attaque surprise, et que le seul moyen d'empêcher cela est d'unir toutes les races humanoïdes. Entre-temps, la nouvelle de l'assassinat et des préparatifs de Gargan parvient également à Milna. Inquiète des conséquences, elle envoie immédiatement la commandante des chevaliers Kiren et le vieux ministre Auguste en mission. Peu après, Liz aperçoit leur convoi à quelque distance de leur itinéraire et ils les rejoignent immédiatement. Theron, Liz et Urza montent dans une calèche et passent le temps en jouant à Uno, car ils n'ont rien de mieux à faire, tandis que Kyle est invité à monter avec Kiren et Auguste. Auguste le remercie d'avoir accepté une demande urgente pour participer à la conférence de paix entre Zergu et Gargan, et Kyle lui répond que c'est tout simplement la bonne chose à faire. Il répète son discours, affirmant que l'assassinat à l'ambassade de Gargan a été entièrement perpétré par des démons et que Zergu n'y est pour rien. Kiren le remercie une nouvelle fois et souligne que la paix entre les deux pays dépend de lui. Kyle sent la pression monter, mais Auguste lui dit de se détendre, car soit ils parviennent à la paix, soit une guerre éclate qui se terminera par l'anéantissement d'un des deux pays. Kiren n'apprécie pas son attitude détendue, mais Auguste lui répond que c'est simplement parce qu'elle n'a jamais eu une telle responsabilité auparavant. Lui, en revanche, s'est rendu à Gargan à de nombreuses reprises et il est convaincu qu'il peut gérer la conférence de paix avec aisance. Kiren s'énerve et fait remarquer qu'Auguste a gravi les échelons en léchant les bottes de l'ancien roi, et les deux commencent à se lancer des piques tandis que Kyle souhaite retourner auprès de ses amis. Peu après, ils atteignent l'empire de Gargan et se dirigent directement vers la capitale. Kyle se demande s'il pourra rencontrer l'un des princes de Gargan qui était son ami et allié dans sa vie antérieure. Il s'avère que le prince est déjà dans la ville pour la conférence de paix. Ses deux frères sont avec lui, et ils discutent de l'assassinat de leur magicien de cour, Alzar. Alors que le prince aîné, Loki, pense que ce sont les démons qui ont tué Alzar et qu'un guerrier de l'Empire Zergu a ensuite combattu un démon, le prince cadet n'est pas vraiment d'accord avec lui. Il pense que l'Empire Zergu ment, car aucun homme lambda ne peut être plus fort que leur deuxième magicien de cour le plus puissant. Cependant, le troisième prince, Mazé, a le pressentiment que c'est le héros de l'Empire Zergu qui a tué le démon, et le prince aîné décide de se fier à son instinct, car il a généralement raison dans ce genre de situation. Plus tard dans la journée, Kyle et ses amis assistent à une réunion avant le début de la conférence de paix, et alors que Kyle décide de faire une pause dans le jardin, une belle gothique s'approche de lui. Cependant, ils ne peuvent pas parler longtemps car le prince Mazé arrive soudainement et la jeune fille prend congé. Kyle demande à Mazé s'il a quelque chose à lui dire, et le prince entre immédiatement dans le vif du sujet, disant qu'il veut que Kyle le serve. Kyle tente de refuser poliment, mais Mazé lui dit que s'il n'accepte pas son offre, il l'éliminera sur le champ. Kyle est surpris par cette déclaration, mais Mazé lui dit qu'il est trop compétent et qu'il ne peut pas laisser un homme comme lui devenir son ennemi. C'est pourquoi, s'il refuse de devenir son allié, il devra mourir immédiatement. Kyle est surpris par ces paroles, mais cela n'a rien d'inhabituel pour l'homme qu'il a connu et en qui il avait confiance. Au même moment, sur le continent des démons, Yuriga arrive au château du Seigneur Démon et présente son rapport. Elle annonce au Seigneur Démon Ruiza qu'ils ont échoué dans leur mission visant à s'emparer de l'épée Sacré-Rang et que son partenaire a également perdu la vie. Elle est prête à accepter toute punition pour cet échec, mais Ruiza continue de la fixer d'un regard impassible, cachant ses véritables plans pour l'avenir. Mais c'est là que cette histoire se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.